Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous nous regardiez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou même en podcast puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler musique, et oui, on va parler aussi instruments de musique, antiquité et lyre gauloise. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Julien Cuvillier, qui, vous allez le voir, a de multiples casquettes, hein. Alors pourquoi? Parce que déjà, Julien, il est archéomusicologue et qu'il mène des recherches sur les instruments de musique antiques et médiévaux au sein du PRIAE, le pôle de recherche et d'interprétation en archéologie expérimentale, qu'il a fondé avec Audrey, il nous en parlera. Mais c'est pas tout, hein. En plus de les étudier, ils sont spécialistes tous les deux de la lyre gauloise et en fabriquent dans leur atelier de lutherie, l'atelier Skald. Mais une fois qu'on a un instrument, c'est bien beau, il faut quand même en jouer, hein. C'est comme la basse que j'ai derrière moi, qui sert de déco, mais que j'utilise jamais. Donc, Julien a créé avec Audrey Art Bard, c'est un ensemble musical spécialisé dans la musique ancienne, et comme un savoir ça se transmet, ils ont aussi fondé la Lyre Academy pour enseigner la pratique de la lyre. Bref, comme vous pouvez le voir, ils ont un petit peu de pain sur la planche, et aujourd'hui, ensemble, on va parler de tout ça. Salut Julien. Hello. Ça va bien? Ça va bien toi? Bah écoute, ça roule. Ravi de te recevoir dans cette émission pour parler ensemble archéologie et musique, deux domaines qu'on a enfin, je veux dire, spontanément, on va pas les associer, quoi. Pourtant, on a bien tort. L'idée, c'est de comprendre les pratiques anciennes et la musique n'échappe pas à ces approches-là, d'autant plus qu'elle est au cœur même du principe de conservation de la mémoire populaire et donc de l'histoire, tout simplement, avant même qu'on pense à l'écrire. Donc, elle était chantée. Donc, la musique est vraiment un registre très important qu'il s'agit de considérer. Bah écoute, on va en parler en tout cas aujourd'hui longuement ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quel a été un petit peu ton parcours pour en arriver jusque-là? Ah, j'aimerais te dire qu'il existe une école magique cachée dans la bruyère d'Écosse, à laquelle on accède à dos de dragon et ouais, dans la gare de King's Cross peut-être, mais une école magique où on apprendrait à la fois à trouver chaque année plus de 200 000 euros pour investir dans la recherche, pour apprendre à diriger des missions scientifiques ou pour encore manipuler des technologies nouvelle génération qui se renouvellent chaque année. Mais là, cette école, elle n'existe pas encore. En tout cas, il y a des prémices de choses qui se montent, en tout cas avec des universités qui s'illustrent dans ces démarches-là, avec la transversalité, la pluridisciplinarité. C'est pas le propre du français. Le français, il a une approche, je dirais, presque unilatérale en fait. On ne fait pas dialoguer les disciplines, on a une démarche unique et parfois on va faire cohabiter les savoir-faire, les expériences, mais c'est toujours tributaire de problématiques humaines. Et ces problématiques-là, c'est tout sauf de la science, ce n'est pas des méthodes. Là où, par exemple, on va avoir sur le territoire britannique, en Allemagne, ou encore, moi je parle souvent de l'université de Buenos Aires, qui est pour moi un exemple génial. C'est vraiment il est là-bas le poudlard, je pense, de l'archéomusicologie actuelle, et où on a des parcours mixtes, où on sort de là avec une formation aussi bien pour la partie instrumentiste, aussi bien pour la partie métrologie, pour maîtriser les technologies, aussi bien sur la composition, aussi bien sur la facture instrumentale, qui tout ça font maintenant résolument partie d'un même métier en fait. Donc on me demande souvent si je suis artiste, si je suis musicien, si je suis scientifique, si je suis artisan. Pourquoi choisir? Par définition et par nécessité, je suis tout ça à la fois. Donc voilà, donc mon parcours, il n'a pas été facile parce que je suis en France et en France on n'a pas cette vision-là encore tout à fait. Même si aujourd'hui on commence à avoir des démarches très chouettes, notamment du côté de l'université de Montpellier, qui développe des parcours de formation maintenant avec des stages à l'archéolutherie et avec une approche dynamique, des colloques là, qui s'organisent à Saint-Guilhem-le-Désert qui sont fantastiques. Donc on commence à avoir des choses, l'ITEM également, Institut technologique européen des métiers de la musique avec lequel on collabore aussi, pilote aussi des initiatives qui vont dans ce sens, mais ce sont les prémices. Donc mon parcours, pour en revenir à ça, ça a été tout d'abord plusieurs années de conservatoire, ça a été plusieurs années également de formation sur des outils de métrologie, numérisation, scanner, tomodensitométrie. Ça a été également un parcours universitaire et une formation professionnelle artisanale qui a été extrêmement complexe aussi parce que une école qui enseigne la fabrication des instruments antiques, secret, ça n'existe pas. Et ça a été vraiment un parcours du combattant parce que du coup, la question c'était de savoir comment est-ce que j'allais bien pouvoir apprendre à faire ça. Donc, en premier lieu, je me suis dit il va falloir que j'aille cueillir des fraises, c'est terminé. Donc, ça a été la première option. Et puis la deuxième, je me suis dit
comment est-ce qu'on aurait fait à l'époque? En l'occurrence, j'ai besoin d'acquérir un savoir-faire, j'ai besoin de connaissances qui par ailleurs existent, ne sont simplement pas forcément toujours rassemblées au même endroit. Il suffirait, comme le font un peu les compagnons, quelque part, d'aller voir ceux qui disposent de cette connaissance et leur demander de me la transmettre. C'est ce que j'ai entrepris de faire. Mais quand on a un cursus par le biais des compagnons, on a cette garantie, puisque ça fait partie de la formation, que de rendre un jour ce que l'on nous donne. C'est une bonne valeur, c'est le principe de la chaîne de transmission. Mais là, en l'occurrence, c'est pas par ce principe-là. Là, c'est un petit peu plus sauvage. Là, c'est un chemin rempli de ronces et de broussailles. Et parfois, on m'a ouvert les portes et parfois, on m'a mis un coup de pied aux fesses. Mais ça donne de l'élan, c'est pas grave. Et donc, du coup, d'artisan en artisan, de maître en maître, peu à peu, j'ai acquis mon savoir-faire, que je continue d'ailleurs d'alimenter. Parce que, est-ce que je me suis pour autant forgé tout seul? Est-ce que je dois rien à personne? Bien sûr que non. J'ai eu des maîtres, j'ai eu des professeurs qui m'ont transmis ce que je sais aujourd'hui, qui continuent à m'accompagner d'ailleurs dans mon parcours. Mais on ne peut pas dire qu'on a effectivement un parcours mixte qui tout à la fois propose quelque chose qui serait du ressort d'un brevet des métiers d'art pour la partie artisanale et un master en musicaux ou en organologie et qui sortirait tout frais moulu à la fin du cursus de petits professionnels prêts à plonger dans le monde de l'emploi. Ça n'existe pas encore cette partie-là et ça a été complexe et voilà. Alors voilà un petit peu le parcours. Pour ma part, à l'origine, moi, mon histoire, elle va vraiment commencer enfant en fait. Avec cette passion pour la musique, moi je commence avec ma mère en fait, qui tout petit, moi j'adorais les dessins animés. J'étais fan de Bernard Minet, c'est toujours le cas d'ailleurs. Qui fait des chouettes concerts de métal, par ailleurs. Mais du coup, moi, mon ambition à l'époque était différente. Je voulais jouer Bioman avec un petit piano, tu vois, un petit machin comme ça. Donc c'était mon rêve. Et du coup, ma maman me collait des gommettes sur mon piano pour jouer Bioman, Albator et Goldorak. Et c'était génial. Ça a commencé comme ça avec Albator, Goldorak et Bioman. Désolé, c'est mon coucou. Et donc du coup, voilà. Et puis de fil en aiguille, mon papa qui lui, l'été, m'a emmené sur des camps archéo ou paléontologiques. Donc du coup, je passais tous mes étés dans les pattes d'Yves Dutour notamment, qui est le conservateur actuel du département paléontologique du musée d'Aix-en-Provence. Et à déterrer des dinosaures. Et donc c'était ma passion, l'histoire, et sauf que je me suis un petit peu rapproché, je me suis dit les dinosaures maintenant c'est dépassé, ça m'intéresse plus. Je me suis intéressé un peu aux humains, et puis petit à petit passion pour la musique, et puis j'ai mis le doigt dedans, et puis ça a commencé comme ça. Et ça a fusionné les deux, voilà. En tout cas, il y a cette image effectivement très poétique, très artistique que tu nous dévoilais lors de la préparation de cette émission avec le camarade Louis, qui est dans le chat et qu'on salue. Tu disais que finalement, l'articulation de tes différents champs d'activité, on peut l'illustrer un petit peu par une sorte d'arbre, quoi. Il y a tellement de trucs que il y a pas d'autre image, quoi. C'est ça, puisque le principe même de cette image, en fait, c'est que on peut pas, en fait, chaque branche, en fait, chaque partie fait partie d'un être et contribue à sa vie, en fait, à son déroulement, que ce soit dans ses racines, qui illustre là d'où il vient, que ce soit dans son tronc, qui porte la base, et puis ou alors dans ses différentes branches et jusqu'aux fruits qu'il donne, et créant ainsi un cycle, et quelque chose qui est du ressort du vivant, voilà. Donc moi je suis vraiment dans cette notion, et d'ailleurs c'est ce qu'on met en avant, c'est notre cheval de bataille avec le prix Yaé, c'est de décloisonner les disciplines. Je veux dire, on n'est plus dans des carrières linéaires où tiens, je suis artisan, je suis né artisan, et je finis artisan. En fait, maintenant, par nécessité, par besoin et même par passion, parce que c'est super, c'est génial, on est tout ça à la fois, en fait. Et de plus en plus. Alors, on n'a rien inventé, d'autres le faisaient avant nous, et on est des continuateurs de ça. Mais par contre, c'est une voie qui nous inspire, et on tend vers ça. Et cette notion d'arbre, effectivement, qui se répartit entre la partie artistique, la partie scientifique, la partie artisanale et la partie transmission. Donc la science va nous fournir effectivement la matière, les données en fait à interpréter. L'artisanat va nous permettre de l'inscrire dans le concret, de les reproduire, notamment grâce à l'archéologie expérimentale. On va en reparler, ouais. Oui, bien sûr. Et enfin, la partie artistique le destine au plus grand nombre, tout simplement. Je dirais le conjugue au présent, en fait, conjugue ce regard ancestral au présent, qui se projette dans le présent et se reflète vers l'avenir. C'est le principe d'une transmission qui de chaîne en chaîne, voilà, chaque génération fait ça. Et ça ne se perd pas, quelque part ça se transforme et ça prend le visage de chaque génération. Donc voilà un peu le... Eh bien écoute, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première partie sur l'archéomusicologie et justement le prix Yaé. Alors déjà, c'est quoi l'archéomusicologie ?
C'est une discipline qui est pas si vieille que ça, hein, c'est assez récent. Hein. Auguste Tolbeck, on va dire, qui est un des pionniers de la chose et qui a entrepris pour la première fois de reconstituer des instruments en essayant de s'attacher également par-delà l'objet, aux chaînes opératoires, aux procédés de fabrication pour essayer non pas de produire un objet sonore, ce qui est, je dirais, n'est pas la finalité ici, mais en premier lieu d'être plus proche de ce qu'il a été à l'époque et de reproduire le procédé, la chaîne opératoire et par la suite le répertoire éventuel et tout ce qui allait avec. Et là, en l'occurrence, donc l'archéomusicologie, qui est donc une science hybride qui marie l'archéologie et la musicologie, on pourrait dire que c'est une discipline qui tend en premier lieu à étudier les pratiques musicales anciennes avec un grand A, hein, parce que du coup, toute époque confondue, les pratiques musicales et sonores, j'ai même envie d'élargir, parce que du coup, l'archéomusicologie ne se réduit pas au chant de la musique, on peut s'intéresser également aux différents dispositifs sonores, tels que des sonnailles, des cloches, des sistres, ou tout ce qui de près ou de loin pouvait être issu d'une production sonore venant de l'humain. Par exemple, l'archéomusicologie, c'est aussi, par exemple, reconstituer le son qu'il pouvait y avoir à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Et là, pour ce faire, eh bien, concrètement, on va s'intéresser à des objets ou à des choses qui n'ont rien à voir de prime abord avec la musique et qui pourtant nous intéressent de près, comme par exemple, tiens, effectivement, quel bruit va faire, par exemple, l'essieu d'un chat, ou tiens, quelle langue était parlée à ce moment, puisqu'on est sur une place où il pouvait y avoir des choses à vendre, est-ce que plusieurs langues pouvaient cohabiter au même endroit, qu'est-ce qu'on serait susceptible d'entendre si là, à l'instant T, on se téléporte à cette époque, on ferme les yeux, on écoute. Bon, eh bien, on a aujourd'hui énormément d'objets, d'iconographie ou d'écrits que l'on peut faire rentrer en dialogue pour apporter des éléments de réponse. Ça reste des propositions, il faut être humble, c'est ça l'histoire. Il y a plein de choses, mais il y a quand même pas rien à faire. Et ce que je veux dire, c'est que c'est comme même un millimètre. Ça fait avancer d'un millimètre, ça nous apporte un peu plus d'éclairage sur ce que c'était. C'est intéressant, parce que la science, c'est aussi des millimètres. Donc c'est un peu frustrant dans notre domaine, parce que plus tu remontes dans le temps au niveau de l'archéomusicologie, plus c'est un petit peu abstrait, on pourra en parler tout à l'heure, parce que du coup, même dans le mode de production artisanale, je te donne un exemple. Si on trouve par exemple dans 2000 ans une guitare Gibson ou ta basse là dans le sol, d'après la façon dont on a de produire aujourd'hui la facture instrumentale et de la manière dont on a de consommer la musique, on peut en déduire qu'il en existait plusieurs milliers d'exemplaires. Ça c'est fastoche et c'est cool. Mais pour ce qui nous intéresse, nous, c'est différent. À cette époque-là, on n'avait pas connu, comment te dire ça, les artistes n'avaient pas encore vendu leur âme, ils n'avaient pas encore cédé à l'endorsement des grandes marques industrielles, n'avaient pas essayé de faire prendre des vessies pour des lanternes en vendant des guitares d'usine fabriquées à l'autre bout du monde comme étant des objets, des Stradivarius. C'est pas ça, en fait, à cette époque-là. On faisait non pas des objets de commerce fabriqués par avance et auxquels l'instrumentiste doit se plier. Quel tour de force incroyable on a réussi à faire ça. Non, à cette époque-là, on fabriquait l'instrument sur mesure en considération de l'anatomie, du répertoire, de la tessiture, et pouvait considérablement varier d'une région à l'autre, d'un individu à l'autre. Tant et si bien que si, par exemple, on découvre demain une lyre gauloise, et croit bien qu'on prie tête tous les jours pour que ça arrive, eh bien, ce serait merveilleux. Mais ça nous n'indiquerait rien de plus que le simple fait qu'il y en a certainement eu une comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une règle générale. Et c'est une vérité qui est à conjuguer au pluriel, voilà, systématiquement. Et c'est frustrant pour certains qui travaillent par exemple sur des périodes plus médiévales ou plus baroques, où cette réalité est différente. Mais là, pour cette période-là, c'est comme ça que ça se passe, et c'est assez frustrant parfois. Mais en même temps, écoute, ça fait partie de cette règle-là. Moi, j'adore ce temps-là, tu sais, où on s'adaptait aux gens et où on sublimait le caractère unique de chaque personne, et plutôt que à travers son art, plutôt que de le contraindre à son instrument dans une règle de consommation. Moi, je suis ébahi. Je suis ébahi de voir des Lag, des Fender, à grands coups d'Eagles, de Stones, qui ont réussi à faire ce tour de force commercial de dingue. Tu te rends compte? Est-ce qu'on demande, par exemple, à un peintre de s'adapter à son pinceau? Bien sûr que non. Sinon, l'œuvre, sauf si c'est un délire, c'est une performance, mais sinon l'œuvre s'en verrait impactée. Donc, bien sûr que c'est le pinceau qui s'adapte à l'œuvre et à l'artiste. Et pourtant, la musique, qui par Paul Valéry est considérée comme un des deux arts auxquels l'humanité ne peut se soustraire, on a réussi à imposer son instrument aux musiciens. Pour des raisons commerciales. Chapeau les mecs.
Écoute, tu touches une corde sensible, moi qui suis possesseur d'une guitare premier prix Slash qui a été vendue à je ne sais combien d'exemplaires. Après, ça a des bons côtés aussi, hein, la démocratisation. Écoute, attends, je fais l'avocat du diable maintenant. J'enlève ma casquette d'artisan scientifique, je prends ma casquette éducationnelle. C'est cool, parce que du coup, il faut démocratiser ces pratiques-là. Comment tu veux faire avec un instrument qui vaut 2 000 à 3 000 euros? Va démocratiser la viole de gambe, toi. Accroche-toi 2 minutes. Hein. Ou même la harpe telle qu'elle existait avant 1953. Avant la première harpe d'Alan Stivell, qui a démocratisé complètement cette pratique-là. Avant, c'était des instruments, soit la colonne gigantesque hors de prix, soit des Clarsar Lamont harp dont il existait 3 pelés et 2 tondus qui savaient encore les faire. C'est extrêmement compliqué, ça coûte, c'est réservé à une élite en fait. Donc si tu veux démocratiser, ça passe par ce processus-là. Donc là, tu sens l'artisan en moi qui dit « Ouh, je suis pas content ». Mais de l'autre côté, il y a l'autre casquette qui me dit « Mais c'est le chemin irrémédiable en fait de ce mode de production-là ». Et ça sert le dessin de l'académisation aussi. C'est-à-dire que grâce à ça, on a pu normaliser, en l'appauvrissant un peu au passage, mais on a pu normaliser cette pratique instrumentale et faire que le petit péruvien qui joue de son piano va jouer de la même manière que le japonais ou que l'africain, ou que tout le monde joue de la même manière, ça a mis sur le même diapason, et on a pu uniformiser cet enseignement et l'académiser, faire en sorte qu'on parle tous le même langage. Comment tu veux, et c'est l'un de nos challenges, enseigner la pratique de la lyre, par exemple, en sachant qu'à l'époque, déjà il en existe de nombreuses sortes à travers l'histoire, et même au sein même d'une même époque, il en existait une grande diversité. Donc, il serait bien prétentieux d'affirmer pouvoir enseigner la pratique de la lyre. Bonjour le casse-tête, quoi. Donc, c'est pour répondre à ces problématiques-là qu'on a aussi réformé en fait cette pratique instrumentale, qu'on a demandé jusqu'aux artisans de réformer leurs gestes de manière à produire une sorte de norme, une sorte de canon, qui était basé certainement sur des codes de proportion entre les grands et les petits pour être des instruments vendus par avance. Hein. Et servant à un certain diapason pour être enseigné par la suite et faire en sorte que, comment veux-tu enseigner la clarinette s'il n'y en a pas deux qui sonnent de la même manière, c'est pas possible. Mais en faisant ça, ça a des conséquences, on appauvrit et le spectre des possibles au niveau des différents instruments qui sont maintenant réduits à un. Et puis en même temps, ça sert aussi principalement à un dessin commercial. Je ne sais pas lequel des deux a prévalu entre les deux, mais entre la raison commerciale et la raison académique, les deux se sont bien mariés. Mais on a arrêté, en tout cas, c'est devenu beaucoup plus rare, en tout cas, et c'est réservé à certains instrumentistes, où on va fabriquer des instruments sur mesure pour eux, mais avant, c'était certainement beaucoup plus commun. Tu regardes par exemple la lyre de Trossingen qui a été découverte en Allemagne dans la sépulture là, mérovingienne, eh bien on s'est aperçu que la main du défunt correspond à la taille de la lucarne sur la lyre. C'est-à-dire que l'instrument a été fait en considération de son anatomie. Rien d'illogique à ça. Et ça change complètement notre façon de consommer, notre façon de voir. C'est pour ça qu'une des grandes difficultés de notre métier, c'est de toujours être prudent, prendre garde, de ne pas jeter un regard contemporain sur une problématique ancienne et être complètement à côté de la plaque. Et c'est ça le plus long, parce que les données, on les a, et on a des nouvelles qu'on produit régulièrement. Mais ce qui est difficile, c'est cette gymnastique-là. Alors, je n'ai pas la prétention d'y arriver parfaitement, mais en tout cas, c'est à ça qu'on tend, et essayer de se remettre dans le contexte. Et grâce à ça, l'archéologie expérimentale nous permet, en immersion, de recomprendre un peu ces process et de s'en approcher un peu plus encore. Et vous qui nous écoutez, si vous êtes intéressé par ce genre de gymnastique intellectuelle, je vous invite à aller voir l'entretien qu'on a pu faire avec Ludovic Slimak, où l'on parlait de Néandertal, voilà, et de ses liens avec Sapiens, et du fait de devoir quitter finalement notre cerveau de Sapiens et tenter de se mettre dans une posture de Néandertal pour comprendre Néandertal. C'est une gymnastique qui est très 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 complexe et pourtant nécessaire pour un petit peu mieux comprendre son fonctionnement. Donc je vous laisserai googler tout ça. Alors pour revenir un petit peu à l'archéomusicologie, tu nous le disais, il n'y a pas vraiment de formation dans cette discipline. Toi, en gros, tu as été tapé aux portes pour acquérir un petit peu ton savoir, quoi. Alors, je peux parler de ce que moi j'ai fait et je peux parler de ce qu'avec le recul, j'aurais pu trouver intéressant de faire. Après, il y a la réalité du terrain qui m'a rappelé, j'ai eu le parcours que j'ai. Et je crois que c'est la grande force en fait aussi de ces démarches-là, c'est qu'elles ont des chemins qui sont tous différents et qui forment de ce fait des parcours et des regards différents. Moi, pour ma part, oui, pour la partie artisanale, c'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai été... D'abord, je me suis assis, puis je me suis dit, bon, quelle est ma nécessité, quel est mon besoin, et à quoi il faut que je réponde. Là, en l'occurrence, bon, premier lieu, les outils, parce que fabriquer un instrument, c'est bien beau, mais si c'est pour fabriquer une lyre avec une commande numérique, c'était pas l'objet, en tout cas du travail que je voulais faire à ce moment-là. Donc, comment faire ? C'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on utilisait à l'époque ? Bonne question, commençons par là. Et puis après, donc, faisons cet inventaire, identifions une trousse d'outils contemporaine à la période qui nous intéresse, et à partir de là, entreprenons de les fabriquer, ces outils-là.
Ah mais oui, mais alors attends, déjà il faut trouver les données, puis ensuite il faut les forger. Comment faire? Eh ben, ok, on va aller voir des taillandis, on va aller voir des forgerons, puis on va apprendre cette partie-là. Donc mon travail de musicien et mon travail de lutherie, il a avant tout commencé dans le feu, en fait, avec l'apprentissage de la forge et de la taillanderie. Donc ça faisait partie de mon parcours. Après, j'ai également des histoires géniales, hein, des anecdotes. Je pense notamment au maître Zana, qui sont des maîtres. Ils ont révolutionné le ski, figure-toi. C'est des gens qui m'ont appris une partie de mon métier et qui se sont fait acheter un brevet, le brevet par Rossignol, juste après la guerre, en fait, parce qu'ils avaient été envoyés aux travaux forcés pour fabriquer des skis pour les Allemands. Et ils le faisaient tellement bien que quand la guerre s'est arrêtée, on leur achetait le brevet. Et c'est deux papis qui vivaient dans un chalet dans les montagnes. Et la ville a poussé autour, et on se croirait dans un Miyazaki, le truc, c'est la ville a poussé tout autour, et eux sont restés à l'ancienne, il n'y a pas de télé, deux vieux gars qui vivent là-dedans. Et ils travaillaient à l'ancienne, ils avaient plein d'outils machines du siècle dernier. Enfin, je trouvais tout leur univers fantastique. Et j'avais été taper à leur porte pour leur demander s'ils pouvaient me transmettre des choses, quoi. Alors, ils m'ont répondu non. Et puis, comment qu'il m'avait dit RISP, tu vois, c'est un patois des Alpes. RISP. Ok, bon, bah va-t'en, ok, bon. Et du coup, bah, le lendemain, je suis revenu. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me transmettre des choses? Oh, le jeune, RISP. Et puis, je repars. Et le lendemain, je reviens encore. Et ce jour-là, il y avait une livraison de bois. Ah. Tiens, attrape la planche, là. Aide-nous à rentrer la bille, là. Ok, je filais le coup de main. Puis à la fin, ils m'ont payé le café. Ah, ben demain, il y a encore un peu de bois à rentrer, là. Vas-y, reviens. Puis le lendemain, je suis revenu. Et puis, je suis resté 2 ans. Et puis, ça a commencé comme ça. Et donc, du coup, voilà. Donc là, eux, ils m'ont appris un truc très important dans le métier du bois et surtout le métier du bois de la musique. À garder ses doigts. Hein. Tu observeras que ceux qui sont dans le métier du bois, il leur manque des fois des bouts. Hein. Bon, la première chose, à la base, garder ses doigts. Et là-dedans, ils avaient développé un art secret et subtil. Et ils m'ont donné plein de choses comme ça en mode de sécu qui permettaient de faire ça. Mais c'était passionnant, c'est une super aventure. Et il y en a eu d'autres avec des tourneurs, par exemple, pour apprendre à faire à tourner mes chevilles, à tourner mon bois, des élagueurs, des bûcherons pour le couper et le sécher. Travailler avec des gens qui travaillent dans le vernis, des marketeurs, et des luthiers, bien évidemment, des luthiers formidables que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur mon chemin. Je pourrais t'en citer quelques-uns qui, pour moi, ont été importants dans mon parcours. Commencer par Benjamin Margoton, qui fabrique des lyres aussi depuis fort longtemps et fort bien, un de mes estimés confrères. Jeff Barbe, également, qui est un facteur de flûte qui a soufflé, tu sais, c'est lui qui avait reconstitué la fameuse flûte en os de vautour, tu sais, qui avait été retrouvée dans une grotte néolithique et qu'il a joué de l'original dans la grotte. Enfin, c'est un type extra, il est génial. Et tous ces gens-là nous ont apporté, si ce n'est du savoir-faire, surtout une philosophie de vie et puis un cheminement, en fait, un patronage quelque part. Et voilà, c'était vraiment, et ça continue toujours, parce que du coup, par ce chemin-là, on est toujours apprenti. Donc voilà un petit peu ce passage-là. Et très vite, comme je te le disais, on a été absorbé par ce circuit pro, en fait, par des projets. En fait, on a commencé avec Audrey. Donc moi, j'arrive en Bretagne en 2010-2011, je rencontre Audrey. Et là, c'est la grande rencontre à tous les étages. Et que ce soit pour la partie perso comme pour la partie pro, on se structure, on se complète. Et à partir de là commence vraiment l'aventure. Et on commence par quelque chose de couillu, si je peux me permettre. C'est que, en fait, on va fermer notre atelier pendant 3 ans. Et on va organiser pendant 3 ans les rencontres internationales de Puy-Vert. C'est un festival qui est organisé dans l'eau, dans un château. Pour ceux qui connaissent la 9e porte avec Johnny Depp, c'est le château de la 9e porte. C'est un château démentiel qui est surtout un château cathare, l'un des rares châteaux, parce que les autres sont des forteresses. Là, c'est un lieu de vie. Et au sommet de ce donjon se trouve la salle des musiciens, là où d'ordinaire on trouve le logis du Seigneur. Là, on trouve la salle des musiciens, qui était une insulte totale pour l'époque. Hein. Donc, c'était déjà bien underground. Et ils leur ont envoyé l'armée française, ils l'ont payé cher d'ailleurs. Mais pour en revenir à ça, dans cette salle des musiciens, eh bien, s'y sont rendus les troubadours et les trovaérites les plus fameuses de leur temps, parmi lesquels Perret Vidal, Azalaïs d'Aquitaine, Geoffrey Rudel, Guillaume Neuf et bien d'autres. Et c'est une salle dans laquelle s'est dessinée, je dirais, une certaine vision qu'on a aujourd'hui, un peu altérée, je pense, mais de l'amour, en fait, quelque part, de la relation amoureuse, de l'amour courtois, de la poésie. Certaines des plus belles lettres de la poésie médiévale ont été déclamées et chantées dans cette salle-là. Donc c'était un lieu idéal pour ce festival. Il y avait déjà un festival qui s'était organisé ici précédemment, organisé par Nicolas Desvenins. Et avec Audrey, donc du coup, on a décidé de créer donc,
des rencontres internationales de Puy-Vert, mais ça demandait un investissement total et absolu. Et on a arrêté nos apprentissages pendant cette période-là et surtout fermé l'atelier pour pouvoir se consacrer pleinement donc, à ce festival qui a duré 3 ans, avec la 3e année passionnante. Hein, avec, à la fin, on a fait un marathon musical, un concert de 8 heures, avec des pauses, bien sûr, hein, et qui allait du néolithique jusqu'à la Renaissance, avec un enchaînement de musiciens super, avec un flash mob d'Hortus Deliciarum, avec des chanteurs grégoriens. C'était génial, quoi. Et puis 12 heures de conférences, des stages, des luthiers venus de toute l'Europe. C'était pour nous aussi une occasion de rencontrer une partie des gens dont je t'ai parlé tout à l'heure. Également Gisèle Clément, qui est importante dans notre parcours, qui est donc la responsable de l'unité musicologique de la fac de Montpellier 3, qui va par la suite donc du coup préfacer notre mémoire et sera quelqu'un de très important aujourd'hui encore, hein, qui organise les rencontres de Saint-Guilhem, avec des concerts et tout un tas de choses formidables. Donc voilà, donc ça a été un temps très vite, et très vite on a enchaîné avec l'émission et avec les productions à l'atelier, quoi. Et du coup, vous avez fondé ensuite le pôle de recherche et d'interprétation en archéologie expérimentale. Dans l'ADN de notre démarche, ce principe, il était déjà là avant, en fait. C'est juste la continuité logique. C'est-à-dire que ce rapport entre la recherche scientifique, la production artisanale grâce à l'archéologie expérimentale et la transmission par le biais des arts, c'est déjà ce qu'on faisait avec Puy-Vert, en fait, au final. Que ce soit avec les concerts, que ce soit avec les formations professionnelles, avec les artisans qui étaient sur place, avec les chercheurs qui faisaient leurs conférences, c'était déjà l'idée, en fait. Et par la suite, lorsque donc on a repris notre activité, dès la première mission, en fait, ça s'est fait sentir, en fait, cette nécessité de rassembler une équipe pluridisciplinaire et de faire dialoguer les savoir-faire. Donc le pôle de recherche, il est né avec la mission de Puy-Vert. Donc Puy-Vert, c'est l'inventaire des statuaires donc, de la salle des musiciens. Donc nous, en premier lieu, on s'est intéressé au psalterion en écu, qui est un instrument vraiment particulier, assez atypique. Il n'en existe que 2 représentations dans toute l'iconographie médiévale, et il a longtemps été considéré comme étant certainement une interprétation, je dirais... Il faut savoir que les sculpteurs qui reproduisaient les instruments à l'époque n'avaient pas souvent les instruments sous les yeux pour le faire, ils le faisaient de mémoire ou d'après des témoignages qu'on leur transmettait. Parfois, les contraintes du matériau ne permettent pas de représenter et de restituer la réalité avec une grande précision. Et puis, parfois, ils forçaient sur la Carthagène, tout simplement. Et donc, vous n'avez simplement pas le niveau. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce qu'on a pu retrouver l'atelier de Mirepoix. C'était un maître qui a fait ça. Donc ça ne tient pas debout, toutes ces hypothèses-là, et on est dans une salle qui est l'équivalent de l'Olympia du Moyen-Âge, donc ce serait bien gardé d'y mettre un rigolo. Hein. Donc non. Donc on s'est intéressé à ce psalterion-là, et on avait besoin de faire des relevés dessus, et là, cette occasion s'est présentée. On avait dans nos contacts quelqu'un qui était spécialisé dans la numérisation, et on s'est dit, plutôt que d'aller faire des photos, numérisons, en fait. Et on a fait donc tout cet inventaire numérique digital, et mieux encore, on a été numérisé avec notre équipe les figurations qui se trouvent à l'extérieur du donjon, avec une descente en rappel de ce donjon, qui est un des plus hauts donjons du XIVe siècle, et pour aller numériser ces représentations qui sont complètement attaquées par la pluie, quoi. Et donc pour apporter un éclairage nouveau sur ces aspects-là. Donc c'était la première mission, et là, je dirais que le concept était lancé, quoi. Et à partir de là, la deuxième qui se profile, donc bon, parallèlement, je te passe le détail, mais on reconstitue l'instrument, il y a un mémoire qui est réalisé dessus, des présentations dans des colloques, etc., sur le psaltère en écu. Mais par la suite, on enchaîne avec la lyre gauloise, qu'on avait déjà commencé à reconstituer précédemment. Mais là, avec donc la même équipe, on se rend donc au service régional de l'archéologie de Bretagne, et on va numériser le buste du barde à la lyre, trésor de Bretagne, actuellement conservé dans un coffre-fort auquel personne n'a accès. Donc on s'est dit, bon, ça serait bien peut-être de le digitaliser et déjà de le rendre accessible à tous les professionnels. Alors là, tu as une petite tentation en toi qui te dit « Mais pourquoi? C'est mon précieux, il est pour moi. » Et d'un autre côté, non, c'est pas notre philosophie. Et toujours à destination de tous. Donc la première chose que j'ai faite quand on a terminé la numérisation, j'ai fait 10 clés USB, j'ai rempli 10 colis avec des petits palets bretons, et puis j'ai envoyé ça aux copains. Et par la suite, quand on a eu les moyens, on a créé le site internet, avec aujourd'hui le portail PAN, je vous en parlerai tout à l'heure, et du coup on l'a rendu public, en fait. Donc ce qui fait que des professionnels du monde entier, mais aussi des particuliers, peuvent bénéficier de cette numérisation-là, et puis travailler dessus, tout simplement. Donc ça, c'était un peu notre... Et là, tu vois déjà en ombre chinoise notre philosophie, un peu notre travail. Par la suite, donc on a continué. Donc
un travail de reconstitution, une étude tracéologique sur le buste du barde à la lyre, rendu possible grâce à la numérisation 3D. Donc pour numériser en 3D, on a ramené un scanner Krypton de chez Nikon, c'est un truc qui est venu par camion, hein. C'est un truc énorme, donc avec une définition de zinzin. Et grâce à ça, on a pu faire apparaître des aspects qui n'étaient pas perceptibles à l'œil nu. Et de compléter en fait le travail qui avait été d'ailleurs très bien fait précédemment sur la tracéologie et la chaîne opératoire qui a permis de fabriquer le buste, et d'apporter de nouvelles hypothèses. Parce que qui c'est qui a tué le colonel Moutarde? Non, parce qu'il faut rappeler une chose, ce trésor de Bretagne, c'est unique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un buste sur lequel figure la plus ancienne représentation instrumentale du territoire de Bretagne, mais l'un des plus anciens cordophones de France. C'est un joyau, le machin. Et ils l'ont mis à la poubelle. On l'a retrouvé dans des fossés, donc c'est l'équivalent des poubelles chez les Gaulois. Alors on a ce qu'on appelle dans la tradition ancienne, antique, un imago. Donc l'imago est dédié à un culte des anciens. Donc on va représenter un ancien qui a existé. Hein. C'est pas un dieu. Hein. C'est une personne importante certainement, mais une personne. Et donc pour lui vouer un culte et qui continue à contribuer au monde du vivant, on va lui vouer. Les Romains, par exemple, avaient des armoires comme ça où on mettait des représentations des anciens, et quand on avait des cérémonies, des fêtes, on ouvrait l'armoire aux imagines, et ainsi on pouvait faire profiter de la fête, leur faire profiter de la fête à ces anciens. Et on pouvait surtout témoigner de sa prestigieuse lignée, parce qu'évidemment, quand on a des imagines dans l'armoire, c'est qu'on n'est pas Jojo le rigolo, quoi. On a quand même une belle famille dont on peut, une belle lignée. Et plus l'imago, en fait, il est dans un matériau précieux, solide et imputrescible et éternel, plus le personnage est important. Donc on va dans les plus modestes faire couler de la cire sur le visage du défunt et puis en conserver ainsi sa mémoire. Dans d'autres, en bois, en plâtre, en pierre parfois. Mais là, c'est de la Metaon Blended. Ils ont choisi la pierre granitique la plus dure de Bretagne pour faire en sorte que jamais on oublie ce personnage. Ce personnage que pourtant on achetait aux ordures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc c'est cette question-là qui est intéressante. Donc on a fait tout un travail justement, comme je l'expliquais, sur la partie tracéologique et reproduit la chaîne opératoire, et notamment s'intéresser au nez. Donc le nez, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite en simultané à aller sur le site du Priae, priae.fr, vous allez dans le portail Pan, et vous avez donc du coup le buste du barde que vous pouvez voir en live pendant que je vous cause. Et donc du coup le nez est brisé en fait. Alors ça raconte pas n'importe quoi. Plusieurs hypothèses. On a le petit cousin de la famille qui était en train de passer le plumeau et puis qui malencontreusement a fait tomber le buste du grand-père. Bon, peut-être. Mais là, non. Parce que la casse au niveau du nez indique que c'est un coup d'outil. Donc, ok, c'est un acte volontaire. Donc, on enlève l'accident. Deux autres cas de figure pour l'acte volontaire. On a damnatio memoriae. Ça fait peur, ça. Donc, c'est un acte profanatoire qui vise à dégrader l'image d'une personne afin que plus jamais, en fait, on ne se souvienne d'elle. C'est dégrader, effacer de la mémoire temporelle et humaine une personne. Donc c'est un acte grave. Donc à Pharaon, on va briser les bras pour lui enlever le Eka et le Nekeka et que plus jamais ne puisse régner dans l'au-delà. En Grèce, on va leur crever les yeux pour qu'ils ne trouvent pas le chemin. À Rome, on coupait le zizi des Apollons. Voilà. Embêtant, mais c'est comme ça. Et donc du coup, là en l'occurrence, on lui a brisé le nez. Bon, intéressant. Mais si c'était ça, c'était profanatoire, on s'en serait pris à ses attributs. Et quels sont-ils, ces attributs? Il a un torque autour du cou, hein, donc c'est un personnage qui est du ressort de la classe aristocratique, plutôt d'ailleurs en l'occurrence, parce qu'il y a plusieurs façons de mériter un torque, soit par hérédité, un peu comme la chevalerie, soit par l'effet d'armes. Donc là, pour l'époque, on est plutôt là-dessus, donc c'est un personnage important. Il possède une tonsure qui indique qu'il appartient certainement à la classe sacerdotale. Et oui, parce que les curés n'ont rien inventé, hein, c'est quelque chose de très ancien, c'est un archaïsme antique. Et enfin, il a la lyre. Et tous ces attributs-là, qui sont des marques de pouvoir, sont toujours présents. Non, on s'en est pris au nez. Ah, alors ça raconte autre chose. Donc là, on est plutôt sur une désacralisation. Et il faut s'intéresser à la période à laquelle cette statuaire a été jetée. On ne peut pas dater la pierre. Mais par contre, on peut dater la période à laquelle elle a été mise dans le fossé, grâce à des relevés isotopiques, à des différents éléments organiques que l'on peut dater grâce à un carbone 14. Donc là, en l'occurrence, à l'époque, en 88, j'y étais pas, moi j'avais un doudou à l'époque, hein, je précise, mais en 88, les équipes de Yves Ménez et de Claude Lepotier ont pu déterminer qu'effectivement ça se passe au dernier quart avant Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, il s'est passé un petit phénomène sympathique en Armorique à ce moment-là. C'était pas la tournée Claude François. Hein. Ah non, il s'appelait pas Claude, celui-là. Voilà.
Donc Jules arrive enfin à écraser l'armée, la flotte des Vénètes au large de l'île de Rhuys, catastrophe, hein, signant la fin de l'Europe telle qu'on la connaissait et notre destin actuel sous la force d'un simple courant d'air. C'est une tragédie. Hein. Et par la suite va faire donc ce qu'on appelle le Caesar Tour, et il va donc se venger allègrement parce que les Armoricains ont de la maille, c'est toujours le cas, hein, et du coup vont allègrement financer Vercingétorix dans sa guerre en or et en hommes, hein, et donc César ne l'a jamais oublié, il a un petit carnet, comme ça il fait des croix. Et du coup il a commencé par les Réadones, donc les habitants de Rennes, il les a soumis immédiatement, il s'en est pris par la suite aux Coriosolites, au niveau de Corseul, donc Corio qui vient de guerrier en langue gauloise, hein, donc c'était quand même tout guerrier qu'ils étaient, ils ont pris mamie, ils ont pris maman, ils ont pris les enfants, les armes, les bagages et les trésors, ils ont pris le bateau, ils sont partis hein, par la mer pour se sauver à toute berzingue parce qu'ils savaient que le tonton il venait avec une armée fédérale de 200-300 000 hommes et que ça allait mal se passer. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enterré leur trésor sur l'île. Et on l'a retrouvé 2000 ans plus tard, ce qui veut dire qu'il n'est pas resté une seule âme vivante pour le récupérer. C'est un génocide. Et il a continué, il a terminé chez les Ossismes. Alors les Ossismes, ce sont les gens du Bout, dans le Finistère. Alors eux, c'est un peu différent, parce que c'est une famille sénatoriale gauloise, extrêmement influente et puissante. Et son idée à César, c'est pas d'exterminer tout le monde, c'est de remplacer l'aristocratie et d'installer des pro-romains, tout simplement. Et donc il va installer ici une famille qui est pro-romaine, et il va destituer l'ancienne famille qui certainement avait un culte dédié aux anciens, à son ancien, et illustre, a priori. Et donc cette nouvelle famille aura certainement retiré donc, de ces imagines du sanctuaire pour y installer tout simplement des représentations de ses propres anciens. Et on observe que la pierre a subi une forte chaleur. Donc certainement un incendie, ou peut-être une crémation rituelique. Quand on imagine que le buste faisait peut-être l'objet de culte depuis 200 ans, bon, il y avait certainement 2-3 choses à brûler avec. Et il n'est pas idiot qu'on lui consacre tout un rite, parce qu'on considérait qu'il restait une notion de vie. D'ailleurs, ils sont honorés en position de vie. Ce sont des sortes de gisants, mais positionnés debout, en position de gloire, en position de vie, et ils continuent à contribuer au monde du vivant. Donc on lui brise le nez, quelque part, l'organe respirateur, par lequel, dans la tradition gauloise, entre et sort l'équivalent de l'âme, hein, quand on est et quand on meurt, et pour le libérer, quelque part, libérer ce qu'il contient, avant de le rendre à la terre et de s'en débarrasser. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement précieux. Alors qu'est-ce que ça nous apporte sur le terrain musical? Pas énormément de choses, mais c'était essentiel, et surtout, ça inscrit la musique dans un registre profondément sacré, et ça montre que ce sont des objets de culte, des objets cultuels, des objets qui sont importants d'une façon telle qu'ils les faisaient figurer sur leur monnaie, de sorte que partout où cette monnaie d'or voyagera dans le monde, on sache d'où elle provienne. Et on savait que cheval et lyre égale armorique. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement identitaire et attaché au territoire. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc c'est ça que ça nous indique, et ça fait partie de nos actions qui bien souvent, comme tu le vois, nous emmènent bien au-delà de la musique. Oui, un peu partout. Et alors là, pour le coup, vous êtes intervenu, donc on l'a compris, tu le disais, sur une sorte de gisant, un buste en pierre. Ça vous arrive d'intervenir sur d'autres types de sources, je sais pas, manuscrits, iconographie, ce genre de choses? Alors oui, le PRIAE, il a 3 programmes de recherche. Donc le premier, c'est Artefact. Donc, comme son nom l'indique, il se consacre sur l'inventaire, l'étude et la reconstitution du mobilier archéologique référent aux instruments de musique et dispositifs sonores de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Donc là, déjà, vaste programme, parce qu'on travaille par exemple au musée du Caire, on travaille à Héraclion, on travaille à Édimbourg, c'est vaste. Hein. Et là, prochainement, j'en parlerai tout à l'heure, outre-Atlantique. Et là, c'est en premier lieu des campagnes de numérisation, donc on va digitaliser en fait ce patrimoine. Je pense notamment aux objets métalliques, des idiophones, j'en parlerai tout à l'heure, par exemple, comme la lance tintante ou d'autres objets de cette nature-là, ce qui nous permet de faire des hypothèses sonores et des reconstitutions grâce à de nouvelles technologies. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, on va avoir l'autre programme, c'est le programme Imago, qui quant à lui s'intéresse donc aux iconographies, parce que les iconographies sont abondantes et nous apportent énormément d'indications sur les pratiques musicales et sonores de l'humain. Donc il s'agit de les interpréter. Et enfin, les dernières sources, derniers témoignages écrits. Donc à partir de ces 3 sources, on peut donc du coup apporter des éléments de réponse par rapport à des pratiques musicales, à des instruments ou à des répertoires et des pratiques. Donc à la question que tu me donnes, je te dis oui, on va travailler donc aussi bien sur des statuaires comme c'est le cas là. Donc par exemple, le buste du barde, il intervient dans le programme Imago.
Là, dernièrement, on a numérisé, par exemple, c'est plus récent d'ailleurs, c'est même pas médiéval, on est plutôt Renaissance, mais on a numérisé on appelle ça à Morlaix, il y a un sonneur de cornemuse qui est en centre-ville, qui date du 16e. Et du coup, voilà, donc on a numérisé ça, et du coup, ça rentre dans le programme Imago, et c'est à disposition après des chercheurs et du grand public, ou des musées, on peut faire plein de projets avec ça. Et enfin, donc du coup, il y a Artefact, et là, on s'intéresse directement aux objets. Donc là sur des syringes, sur des instruments qui, dans l'Antiquité, sont plus rares, sauf quand ils sont de nature métallique. Mais là, par exemple, le chevalet de Concevreux, par exemple, qui était assez intéressant, dont on a parlé avec Louis. C'est un chevalet qui a été découvert en 1870 dans une tombe mérovingienne, là dans les Hauts-de-France. C'est un petit objet de bronze, hein, vraiment tout petit, et qui pourtant témoigne des pratiques musicales de l'époque. Et il y a tout l'art mérovingien qui rayonne à travers cet objet-là, qui dormait dans les réserves du musée de Cologne. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'une part de l'étudier, de le reconstituer, de voir est-ce qu'il était fonctionnel. Et ça a donné lieu à un projet considérable. Ça a réuni 40 personnes pendant 4 ans, venant d'Écosse, de Belgique, d'Allemagne, de France. Justement, le prix, c'est un gros truc. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que vous l'aviez fondé, je me suis un peu trompé. Non, vous en faites partie, vous l'avez pas fondé. On l'a fondé. Si, vous l'avez fondé, d'accord, autant pour moi. Mais du coup, aujourd'hui, vous êtes combien? Il y a combien de membres, en fait? Alors, on collabore en moyenne avec une 50aine de personnes. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et avec des profils très différents, et dans l'image de ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que... Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore ces regards différents. Je te donnerai des exemples après si tu veux. Mais là, par exemple, on va avoir des gens comme... on collabore avec Romain Viala, par exemple, qui est le directeur du pôle de recherche de l'ITEM, donc l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Ce monsieur, il est docteur en mécanique acoustique. Et on peut dialoguer par la suite avec, par exemple, les archéologues prochainement, là, qui sont d'ailleurs au département archéologique de Seine-Saint-Denis, qui travaillent sur la nécropole d'Avicenne, notamment la sépulture 195 contenant les restes de l'un des plus anciens musiciens connus du monde celte. Et du coup, on crée des dialogues entre des sciences métrologiques, des sciences dures, des sciences de l'humain, et essayer de comprendre des problématiques que par ailleurs on ne peut pas comprendre autrement. Et c'est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est de la logique à l'état pur, quoi. Et c'est une nécessité. Et si tu veux, on a vraiment sur certains aspects, une approche qui est super 19e, en fait. Mais vraiment, hein, je veux dire, la France, des fois, ça se tapait les fesses par terre. Hein. Je veux dire, quand tu discutes, par exemple, avec des gens, par exemple, de la lyre, de la musique antique, même des gens encore aujourd'hui, hein, on va t'enseigner que tout vient de la Méditerranée. On a encore une vision unilatérale, avec une vision... quant à savoir d'où proviennent les choses. Voilà. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au quoi quand. Voilà. Quoi quand. Qu'est-ce qui s'est passé quand. Mais et le pourquoi comment. Il y a aussi cet aspect-là. Quoi ou quand, pourquoi comment. C'est ces deux aspects-là. Donc 19e, on est plutôt quoi ou en. Et là, avec ces éléments de réponse, on apporte justement le pourquoi comment. Et ça, c'est essentiel. Une vision 19e qui tend à servir un roman national pour savoir, tiens, qui est le premier à avoir découvert l'Amérique? Est-ce que c'est les Vikings? Est-ce que c'est Christophe Colomb, les Portugais, les Espagnols? Mais les mecs, il y avait déjà des gens qui vivaient là avant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un roman national qu'on essayait de servir avant. Ça n'a aucun intérêt. Et d'abord, ça ne raconte rien, en fait. Absolument rien. C'est une anecdote à sortir à un repas de famille. Tiens, le feu, il est apparu pour la première fois à tel endroit. Bon, c'est en Bretagne, pour le coup. Je suis normand, moi, je m'en fous. Mais bon, il se trouve que c'est là, mais jusqu'à la preuve du contraire. Donc, si tu veux, c'est intéressant dans une certaine mesure. Et on y mettait cet intérêt, ce point vital, à une époque où le chercheur servait sa carrière et le roman national. Il fallait, c'est moi qui ai le romantisme le plus flamboyant. Ben non, moi, le romantisme allemand, anglais, français, puis ci, puis ça. Mais en fait, qui a inventé la roue, etc. Je vais donner un exemple, encore une fois, qui illustre en fait et l'archéologie expérimentale et l'intérêt de revisiter, de déconstruire un peu ces visions-là. Écoute, dernièrement, on m'a demandé en conférence, c'était quoi un Gaulois, c'était quoi un Celte? Il y a eu une grande polémique en Bretagne sur ça. Là. Bon, c'est intéressant, certainement, dans une certaine mesure. Mais si on veut rentrer dans les faits, il est aussi crétin de poser cette question que de se dire, tiens, parler d'Indiens en Amérique. Non, mais un Indien, éventuellement, c'est un habitant de l'Inde. On peut parler des peuples natifs. Voilà, donc maintenant, si on en parle en termes de convention, on va parler de Cède, on parle de Gaulois, c'est très bien. Mais en réalité, Gaulois, c'est un mot romain qui a été utilisé pour qualifier les habitants d'un continent et faire croire que c'était un peuple entier qu'on a soumis.
Keltoi, c'est du grec, hein. Aucun celte, aucun gaulois ne s'est appelé celte ou keltoi. Parle-moi des ambiani, des arvernes, des ossismes, des armoricains. Donc c'est une réalité multiple avec de nombreux visages. Et il en est de même en Amérique. On va parler des Hopis, parce que tu me dis indien, on va s'entendre. Tu me parles des Mayas ou tu me parles des Inuits? Ah, parce qu'on rentre dans le même délire, mais il y a plusieurs milliers de kilomètres qui les séparent. Donc c'est un terme erroné et imprécis. Voilà, et donc ce sont des mots-outils en fait. Donc tant qu'on en garde cette notion-là et qu'on s'en sert en qualité d'outil, c'est très bien, mais avec prudence, parce que comme tous les outils, ça peut devenir des armes lorsqu'on les utilise mal. Et quand on essaie d'en faire des vérités absolues. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on fait en fait, on en fait des vérités absolues. Prudence, parce que c'est pareil dans ces cas, au niveau du temps. Oh, ça c'est l'âge du bronze, ça c'est l'âge du fer. Mais tu t'es cru dans un micro-ondes, mon copain. C'est pas comme ça. Est-ce que quand on est passé de l'âge du bronze à l'âge du fer, on a entendu une sonnerie? Donc, on n'est pas dans Age of Empires. Ça y est, on arrache nos fringues, on a évolué. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des conventions pour qu'on puisse comprendre et structurer le temps de façon linéaire avec un passé, un présent, un futur. Mais en réalité, les choses sont plus complexes, plus subtiles. La réalité est multiple et plurielle. Il faut être humble face à ça. Et bien évidemment, pour parler des outils, par exemple, eh bien, on a continué d'utiliser des outils lithiques à l'âge du bronze. On n'a pas jeté ça. On a continué à utiliser des outils en bronze à l'âge du fer, et continué à utiliser des outils non sémentés à l'époque gallo-romaine ou à l'époque romaine. Et même au siècle dernier, on utilisait encore des outils lithiques. Parce que quand on n'en a plus l'usage pratique, on les inscrit dans une dimension spirituelle, symbolique ou autre. Chez nous, on a les haches de pierre. Au 19e, on pensait en Bretagne qu'on les appelle les Gurunmain. C'est intéressant ça. C'est les pierres de tonnerre. Parce qu'on disait du coup qu'elles apparaissaient en fait dans les champs à l'endroit où la foudre avait frappé. Et de sorte que du coup, on les prenait, on les collectionnait, et on les mettait dans sa maison. Parce que tu connais l'adage, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Et en faisant ça, on pouvait se garantir de ne jamais avoir la maison frappée par la foudre. Donc on continue à intégrer ça dans notre quotidien, et les choses se transforment. Mais on ne peut pas dire, ça c'est du ressort de ci, ça c'est du ressort de ça. Ce sont des conventions, il faut rester prudent par rapport à ça, ce sont des outils, pas des vérités absolues. À partir du moment où on a compris ça, ça évite plein de choses. Et le 19e a planté un cadre d'outils qui était certainement très bien à l'époque, un cadre de travail, mais des conventions qu'aujourd'hui on distille comme des vérités absolues. Et waouh, doucement. Voilà. Et là, en l'occurrence, pour ces instruments-là, je te donne l'exemple pour terminer avec ça. Tu vois, par exemple, l'histoire du feu. Alors, mettons, tiens, un gars du 19e va dire, eh ben tiens, le feu a été inventé au préalable en Australie, et de ce fait, et plus tard en Amérique latine. Donc on peut imaginer qu'il y a un aborigène qui a apporté le feu là-bas, en toute logique. Non, mais non, les réalités plus complexes. On ne peut pas partir de ce postulat de la même manière. Bien sûr que les Égyptiens et les Romains, ou même le monde méditerranéen, jouaient de la musique, et extrêmement parente à la nôtre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas développer de façon originale et endémique des approches et des techniques qu'il s'agit de comprendre et d'analyser. On ne peut pas faire des raccourcis en disant ça vient de là, puis c'est tout. C'est un peu plus complexe. Et ce qui est intéressant par-delà le où, quand, c'est le pourquoi, comment. Donc là, en l'occurrence, on a compris que en Amérique latine, on l'a inventé à telle époque, que là, c'était à une autre. Mais comment? Est-ce que on frictionnait du bois, on frottait des cailloux? Est-ce qu'on attendait que la foudre tombe? Est-ce qu'on allait... Donc ça, c'est le comment. Et là, on s'aperçoit qu'on a des moyens, en fait, originaux, et qu'on a développés, et qu'il s'agit de considérer. Il en est de même pour la musique. Et enfin, le pourquoi. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Ça, on l'a perdu. Aujourd'hui, pourquoi on fait de la musique? Vas-y, demande autour de toi, tu peux voir, ça va être rigolo, les réponses. Mais pourquoi on fait de la musique? Voilà. Mais à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'on faisait du feu, par exemple? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce soit l'aborigène ou que ce soit l'Indien d'Amérique centrale, ils ont la même problématique. C'est de cuire son steak et de se chauffer les arpions. Donc on est dans le même concept en fait. Donc c'est en s'intéressant en fait au contexte, au pourquoi et au comment, on apporte des éléments de réponse qui sont intéressants. Et ainsi, pourquoi par exemple la lyre était pratiquée de Centrafrique jusque entre le Danube et le Pô et jusqu'en Norvège. Tiens, mais comment ça se fait? Ah bah parce qu'un jour il y a eu une civilisation méditerranéenne qui est venue adouber les pauvres Gaulois, acculturer. Et heureusement qu'ils étaient là. Hein. Mais non, bien évidemment que non. On est simplement soumis aux mêmes problématiques, en fait. Et on a un enjeu de conserver la mémoire populaire, qui bien souvent ne se fait pas par l'écriture, et dans lequel la musique, tout comme la versification, la prosodie, deviennent de magnifiques outils mémotechniques, comme nos gamins aujourd'hui apprennent les tables de multiplication dans les écoles, en chantant. Eh bien, imaginons qu'à l'époque, il y avait carrément un métier, le griot, la griotte, la bardesse, le barde, le scalde, la aide, et bien d'autres, qui visaient à conserver, à protéger, à transmettre cette mémoire populaire.
par le biais de ces vecteurs artistiques. Et là, on en revient à une possibilité de répondre à cette question. À quoi servait la musique à ce moment-là? Certainement qu'elle plaisait tout autant qu'aujourd'hui, mais elle avait un dessin spécifique. On ne faisait pas ça comme ça. Il y avait peut-être de la musique champêtre, de la musique pastorale, la musique profane qui pouvait se faire derrière les fagots. Mais là, je te parle de la musique sacrée, elle a un enjeu extrêmement important, tu vois. Et ça, on a un peu perdu ça. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on avait vraiment une paire de lunettes contemporaines sur laquelle on projette un regard contemporain sur une problématique ancienne. On comprend pas ça. Demande à quelqu'un pourquoi il fait du cheval aujourd'hui, pourquoi il fait du tir à l'arc. Il va te dire parce qu'il aime la relation avec l'animal, parce qu'il aime sentir le vent dans ses cheveux, parce qu'il aime la précision. Mais il ne faut pas se leurrer. Il kiffait ça aussi à l'époque, hein, pas de problème. Hein. Mais il y avait une différence. On ne faisait pas du cheval, on n'avait pas un cheval si on n'avait pas une guerre à mener ou un champ à labourer. On ne faisait pas du tir à l'arc si on n'avait pas un territoire à défendre ou un gibier à chasser. C'est un élément qui est important et qui est toujours à la base. Mais on a changé les finalités. Et les finalités sont devenues des causes, etc. Et c'est devenu assez superficiel. On fait les choses pour les faire. C'est vraiment très particulier, hein, notre époque. Donc, permets-moi de te remonter une remarque du chat qui dit que c'est passionnant. Et je dirais même que... Je vous rappelle que la question à l'origine de cette digression, c'était combien est-ce que vous êtes au sein de prier. Mais que... Non, mais que dire de l'archéomusicologie, ouais. Mais moi je dois avouer que effectivement, enfin écoute, j'envisage sérieusement de te confier une émission en fait là, parce que c'est vraiment passionnant, c'est super. Donc pour en revenir peut-être très rapidement, finir sur le prier et l'émission, et puis après peut-être qu'on pourra enchaîner un peu sur la lyre par exemple comme cas pratique. Donc on parle de mission que vous opérez tous ensemble avec les membres, donc ça va vraiment de on identifie un besoin jusqu'à la publication de recherche en fait. Même au-delà, c'est-à-dire que par la suite on propose des solutions dans différents espaces muséaux européens pour créer des parcours permanents, pour créer des dispositifs de médiation interactifs, nouvelle génération, pour que les gens puissent profiter d'expériences musicales binaurales. Là tout de suite par exemple, si vous voulez vous amuser, vous qui nous écoutez, eh bien, vous allez tout simplement sur le site du Priae, vous allez cliquer dans la mission Léa. Après, parce que là, t'es en pleine émission quand même. Ah oui, pardon, oui, j'avais oublié, on est en live. Et ben, vous trouverez donc du coup, voilà, bon, je le dis ou pas du coup Oui, non mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens écoutent cette émission jusqu'à la fin avant de partir. Voilà. Vous restez là. Et donc du coup, vous allez dans la mission Léa et en bas, vous allez tomber directement sur une lucarne avec un environnement virtuel. Il n'y a pas de chargement. Vous pouvez rentrer directement dedans. Et vous avez ici la première lyre mérovingienne interactive. Vous pourrez la jouer avec votre clavier d'ordinateur, vous pouvez la jouer avec votre smartphone, ça marche direct. Donc ça, c'est le genre de dispositif qu'on crée par la suite, puisque l'enjeu, c'est pas simplement de produire une matière, en fait, c'est de la rendre disponible à tous, aussi bien à un public, je dirais, de chercheurs, de scientifiques et de professionnels, qu'au grand public, parce que l'expérience est accessible à tous. Donc oui, on a ce pan-là. Donc la mission, en premier lieu, le plus souvent sont des missions d'inventaire ou des missions métrologiques pour faire des relevés en fait sur différents objets. Dans certains cas, ça se résume à un partenariat, par exemple, avec un musée qui dispose déjà en fait d'éléments 3D et qui nous met à disposition pour qu'on l'inventorie dans le portail PAN. Parce qu'on a un portail, donc vous avez sur le site tout pareil, vous avez le portail PAN, et c'est un portail digital qui inventorie les éléments 3D relatifs aux pratiques musicales dans l'histoire, et les environnements virtuels. Et donc, du coup, pour certains que nous produisons à l'issue de nos missions, et dans d'autres cas que nos confrères nous mettent à disposition pour votre plus grand plaisir. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir ici quelque chose qui centralise un petit peu tout ça. Et là, vous pouvez vous balader par exemple, dans la Villa Casale en Sicile et voir les mosaïques du fantastique site de mosaïques romains avec des instruments anciens. Vous pouvez voir, par exemple, le buste du Bardalaïr dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également des monnaies qu'on a numérisées récemment dans la chambre forte du musée des Beaux-Arts de Lyon, avec des stataires armoricains. Vous pouvez faire apparaître gros comme des volants de voiture, alors que c'est des monnaies microscopiques. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre accessible aussi en bout de chaîne, avec également une tournée de conférences, des concerts, des interventions dans les universités. Il y a aussi cette finalité-là, quoi. Passons à un petit cas pratique, du coup, la lyre. Alors, on en a déjà parlé un petit peu depuis tout à l'heure, mais ça ressemble à quoi pour ceux qui connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'image devant eux, qui nous écoutent en podcast. Voilà, il faut que, imaginons, je ferme les yeux, décris-moi une lyre. C'est une sorte d'arbalète à répétition avec plein de cordes. Non, imaginez un instrument à cordes, proche parent de la harpe, mais différent.
les cordes sont parallèles à la table d'harmonie, donc à la caisse de résonance, et les cordes sont suivant les périodes au nombre de 7, ça peut aller à 5 jusqu'à 12 en Norvège. Donc voilà. C'est toujours les Norvégiens, ça. Aujourd'hui, dans le métal, c'est pareil, hein, ils rajoutent des cordes partout. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais ils ont quand même, c'est ceux qui ont, je dirais, le mieux tenu la barre, quoi. C'est-à-dire que concrètement, la lyre, par effet de mode ou interdiction, parfois c'est pas clair, mais va peu à peu laisser sa place à d'autres cordophones. Mais dans le Nord, elle va connaître une survivance jusqu'au XIIIe siècle avec un répertoire et tout ça. Et je pense, pour ma part, que l'autoconversion de la Norvège a, je pense, laissé une certaine liberté de mouvement et d'expression à ce terrain artistique, là où ailleurs, je pense en Bretagne par exemple, mais dans d'autres endroits, où effectivement il s'agissait voilà, les bardes. Je pense que si on les accroche aux arbres dans certaines BD inspirées, c'est pas tout à fait pour rien. Mais en vérité, voilà, non, on peut en parler de ça aussi, hein. C'est un sujet qui est super intéressant. T'en penses quoi d'Assurance X? Il est génial, je le kiffe. D'ailleurs, on a fait sa lyre. Dans le dernier Astérix Obélix, là, pour Guillaume Canet, on a fait la lyre de Philippe Catherine. D'accord. Voilà. Bon, bref. C'est drôle. Ouais, c'est rigolo. Et on kiffe. Bah, j'en pense que c'est génial. Il a beaucoup plus de symbolique dans sa BD que ce qu'on pourrait croire. Le barde, c'est un personnage, comme je l'ai dit, qui est le vecteur de la mémoire populaire de sa culture. Et dans un temps de christianisation, où l'histoire se réécrit, cette fois-ci au propre comme au figuré, hein, à l'ombre des monastères, hein, eh bien, il s'agit peut-être de faire évoluer le discours. Et je pense que les bardes, à un moment donné, moi, je suis pas adepte du gros massacre, hein, beaucoup de gens parlent de ça. Je pense que dans certains endroits, ils se sont pas gênés, mais dans d'autres, je pense que le premier personnel de l'Église, et de l'Église celtique, hein, surtout, ce sont des druides et des druidesses, des bardes et des bardesses, hein, faut pas l'oublier, qui se sont convertis. Les Philides, les Banfield sont des druides chrétiens, ni plus ni moins. Et grâce à eux, on connaît une bonne partie de la mythologie irlandaise et qui ont après migré chez nous. Donc on a cette notion. Et donc je pense que beaucoup d'archaïsmes antiques qui étaient en usage chez les Celtes, notamment au niveau des druides et des druidesses, des bardes et des bardesses, je pense au port de la cucula, bardo cuculus, donc c'est un vêtement sacerdotal de laine bouillie avec une pointe qui renvoie vers le sacré. Hein. 3 personnages dans le monde sacré qui portent ce type d'attribut dans le monde celtique, les esprits, sur les pierres d'Irlande, et que le folk populaire s'est approprié, du léprechaune au lutin, au farfadet, jusqu'au schtroumpf de la pop culture, ce chapeau, en passant par le Moyen-Âge, avec le fou et sa crête érectile. Donc on a cette notion-là. Et on va avoir le pèlerin, qu'on retrouve sur les tablettes de bois à Saint-Germain-en-Laye. Et puis, pour finir, les bardes qui sont mentionnés dans certains textes, notamment Martial, qui explique qu'il portait un vêtement de laine bouillie de couleur verte. On a même la couleur, super intéressant. D'ailleurs, on s'est associé à un illustrateur et à un linguiste pour traduire certains textes et proposer une reconstitution de ce à quoi ressemblait un barde au second âge du fer. Vous pourrez retrouver ça aussi sur notre... Vous verrez, c'est surprenant, on est un petit peu... Et un personnage improbable qui nous éloigne des canons qu'on a aujourd'hui de l'artiste, un personnage qui se doit de s'illustrer au combat pour être digne d'être écouté, qui est un guerrier, ou une guerrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc, tu vois, je ne sais pas si on demanderait à Stromae d'aller faire le Vietnam pour aller écouter son concert. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne comprend plus. C'est un mystique, un grand mystique, et puis aussi quelqu'un qui des fois est là, des fois n'est pas là, nous parle des rois, nous parle des dieux. T'imagines que dans un monde qui est l'exact contraire de notre temps, nous aujourd'hui on a le dieu Google, le grand dieu Google qui répond à toutes les questions. Mais on est dans une époque où on a toutes les réponses, mais on ne sait plus se poser les bonnes questions. À cette époque-là, il faut se dire, dans le petit jeu de lunettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut se dire que c'est l'exact contraire. On se pose, on a plein de questions, mais pas de réponses à ces éléments-là. Donc on va chercher les réponses dans les vents, dans les astres, et on a des érudits qui sont formés d'ailleurs au trivium et au quadrivium. Ce sont des gens qui sont quand même très très érudits, les druides, les druidesses, les bardes, les bardesses, et qui vont donc du coup nous apporter des réponses, nous parlent des dieux, nous parlent des rois. Des fois ils sont là, des fois ils sont pas là. C'est pas dur d'imaginer que durant leur absence ils vont parler aux dieux. Donc c'est des gens qui mystifient, que l'on écoute. C'est quelque chose de fort. Et puis surtout, ils ont un objet magique. Si je te dis que j'ai un bout de bois qui peut faire rire, dormir et pleurer, tu vas dire que je suis Harry Potter. Moi, je te dis que je suis un musicien, moi, regarde. Voilà. Ah, on a un bel instrument qui vient de sortir pour ceux qui nous écoutent en podcast.
Allez, merci. Dans le chat, ça a envie de jouer à Skyrim et, ça a envie de voyager aussi, je crois. Avec la guerrière au sein nu qui chevauche les talons sauvages, c'est-à-dire le grand symbole de l'armorique. Sur ton instrument, effectivement, ouais. Bon, donc autant te dire que quand le barde revenait de son voyage, on écoutait ce qu'il avait à dire, il nous parlait des rois, il nous parlait des dieux. C'était incroyable, tu vois, et ça c'est du ressort de la magie. Aujourd'hui, la musique, elle est omniprésente, c'est ce qu'expliquait Paul Valéry, je t'en parlais tout à l'heure. Mais la musique, elle est partout, on ne peut pas s'y soustraire. Tu l'as dans tes toilettes, c'est quelque chose que l'on n'écoute plus, mais que l'on peut faire que d'entendre. Il est là, tu l'as subi en fait. Donc même dans le processus d'assimilation, c'est quelque chose que tu peux rejeter, que tu peux considérer comme un bruit. Mais cette époque-là, ça ne se considère pas comme ça. C'est un temps d'écoute absolue. Et je pense qu'à certaines périodes, à certains endroits, tu pouvais naître, vivre et mourir sans avoir entendu ça. Et donc, je peux te dire que quand tu l'entends, ça te subjugue. C'est le son des oiseaux, de la nature que tu as capturé. C'est quelque chose de spécial. Et tant et si bien que ça appuie la mystique de ces personnages-là, qui, je pense, étaient extrêmement puissants. Hein. Et donc, si tu veux te faire un peu le portrait robot du barde ou de la bardesse à l'époque, c'est le mélange improbable entre Mick Jagger, Raël et Rambo, quoi. C'est ça. C'était un peu là-dessus. C'est un grand guerrier, un mystique particulier, et puis un musicien, un virtuose. Donc, un Rambo qui doit protéger ses doigts, quand même, on le rappelle. Oui, complètement. Mais c'est quand même dit à différents textes, Strabon, Posidonius, Pomponius Mela et plein d'autres parlent justement de la dimension guerrière du barde. C'était aussi des satiristes, c'est-à-dire des incantateurs. Les incantateurs, on est vraiment dans la vision qu'on a du sorcier vaudou, en fait. Parce qu'on voit le barde tout gentil, qu'on accroche aux arbres, etc. Poulala, jamais. Ils ont des mots de pouvoir, en fait. On les représente. Pour te donner une idée, jusque sous Saint-Colomban, Saint-Colomban a dû purger la cour des bardes qui obtenaient tout par la terreur du sort. On appelle ça le glamdicine, c'est-à-dire la parole de pouvoir par laquelle, la parole liante. Donc c'est extrêmement puissant. Et on disait que dans les textes anciens qu'il pouvait te défigurer. Alors c'est pas clair. Est-ce que c'est te défigurer au sens abstrait, c'est-à-dire un petit peu comme en Afrique, quand le griot en fait jette la malédiction sur toi, tu deviens invisible. Bien évidemment, on te voit. Mais quelque part, tu es invisible aux yeux du peuple, on ne te considère plus et de ce fait, d'une certaine manière, tu es invisible. Voilà. Bon, est-ce que c'est de ce ressort-là ou pas? Parce qu'il y a des textes qui disent qu'il te défigurait, il te faut pousser des boutons et des plaies sur le visage et voire te tuer net. Et donc ça, c'est dit dans les manuscrits d'Hibernensis, il y a différents textes qui en parlent, et c'est assez intéressant. Mais en tout cas, on sort de la simple notion musicale, telle qu'on l'imagine, un peu fantasmée, de ménestrel, amuseur de cour, etc. Le barde est un aristocrate de très haut rang, hein, et qui, comme je le disais, depuis son plus jeune âge, est formé, est initié aux arts, donc certainement, j'en parlais tout à l'heure, au trivium et au quadrivium. Ce sont les arts libéraux qu'on retrouve également en Méditerranée avec Pythagore, entre la dialectique, la rhétorique, tu vois, la musique qui est donc la première voie. Ouais, les bardes sont finalement très protéiformes, mais ils sont pas, comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans des cases en fait, un peu simplistes, mais la réalité est un peu différente. Comme les skalds d'ailleurs chez les Scandinaves, hein, qui ne sont pas que des poètes, mais qui sont en fait des diplomates, par exemple. Le barde aussi, directement, c'est un ambassadeur, hein, car c'est-à-dire qu'il est censé chanter la gloire des dieux, des hommes et des rois. Donc il est vraiment là pour représenter son ethnie. Il y a différents textes qui le présentent en tant qu'ambassadeur et il est censé chanter. C'est lui qui t'emmène en fait pour chanter la gloire de ton roi. C'est vraiment un élément extrêmement important. Et ouais. D'ailleurs, ce côté martial, ça y est, moi aussi je digresse. Louis m'avait prévenu, voilà, je me laisse embarquer. Moi aussi je digresse, mais ce côté martial dans la musique, finalement, on le retrouve partout, parce que déjà, on a les fameux Carnix dans l'Antiquité, mais si on va un peu plus loin, enfin jusqu'à même la Seconde Guerre mondiale, quand les Écossais débarquent sur les plages, ils ont de la cornemuse, quoi. Et puis sur des galères antiques, on peut avoir du tambour qui accompagne aussi. Finalement, en fait, le son et les instruments, ça fait partie prenante de l'art militaire, en fait. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Je pense vraiment qu'il y a une certaine sacralité qui est vécue, et à certaines époques, peut-être que ce n'était pas des choses différentes, en fait, tout simplement. Et moi, je pense, par exemple, tu avais des danses martiales dans le monde méditerranéen, des danses qu'on appelle ityphalliques, hein, c'est-à-dire qu'avec
qui est à l'air, hein, ça se fait entièrement nu, et des danses chorégraphiées avec des armes. Tu as les danseurs, j'en parlais l'autre jour avec Dominique Collard, ce sont les danseurs, les prêtres du temple de Mars, qui tous les ans faisaient des danses en fait sur 3 temps. On a même les textes, hein, et descendaient dans les rues avec des armes et frappaient sur des boucliers en fait. Donc bien sûr Pline ou Tacite qui parle du chant des boucliers en Germanie. Et on a également ce phénomène dans le monde gréco-romain qu'on appelle les Pyrrhides, et qui est donc du coup fait partie de l'initiation des jeunes aristocrates, c'est-à-dire qu'on leur apprend d'abord des notions de groupe par le biais de la musique, hein. Donc musica, donc, qui est donc la première voie du quadrivium, parce qu'à l'époque on allait par 4 chemins, donc on allait jusqu'au quadrivium dans l'initiation, et donc la musique introduit ces notions-là, c'est-à-dire d'abord une notion de chant en soliste pour du coup s'exprimer, se définir en tant que personne, et après faire partie d'un tout avec une notion chorégraphiée, et particulièrement martiale pour les jeunes hommes, avec des danses armées, chorégraphiées, qui soit commémorer des batailles passées, soit mimer des combats, et on appelle ça des Pyrrhides. Et ça a donné lieu dans notre société, ce que tu disais, ce qu'on appelle des parades, et à toutes les petites choses qu'on voit le 14 juillet sur notre Champs-Élysées. Donc des danses complexes et chorégraphiées qui permettent de mettre en perspective les muscles saillants de nos plus grands militaires et les armes les plus puissantes de notre nation. Bon, bah, ça n'a pas changé hein, au final. Et la musique joue un rôle effectivement central là-dedans. Et pour moi, en fait, elle fait partie du temps du sacré, en fait, au même titre que la guerre. Hein. Je pense que les Gaulois l'ont assez montré, et même ailleurs, hein, la bataille est l'instant où on va pouvoir s'illustrer dans sa destinée face aux dieux. C'est le temps du sacré. C'est quelque chose de cérémoniel, en fait. C'est pas du tout quelque chose de fatidique comme on peut le voir dans d'autres cultures ou d'autres traditions. Et c'est ce qui, je crois, faisait leur force. Et la musique, on a des textes hein, qui parlent de chantres qui accompagnent la bataille, et ça jusqu'en Mésopotamie. Hein. En Mésopotamie, je pense au prince Gudéa, par exemple, dont on a des représentations ça c'est à la stèle de Télos à Paris, donc au Louvre, où on voit justement des chantres en fait qui, pendant l'édification du temple de Our, jouent de la lyre et chantent au moment de l'édification du temple, ou des textes antiques qui nous parlent du fait qu'il avait stoppé les armées en marche en jouant de la lyre. Voilà. Et d'ailleurs, cette période-là, on l'a appelée le temps de la lyre, d'ailleurs. Donc tu vois, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui montrent à quel point la musique, elle a peut-être même un rapport avec la notion martiale qui est beaucoup plus ancienne. Aussi peut-être, je sais pas, quand tu regardes la lyre, une des grandes hypothèses, même la harpe, hein, qui sont parentes, elles sont sœurs, hein. L'une n'est pas issue de l'autre. Hein. Mais on a cette hypothèse que ce serait, dans la version la plus ancienne, un arc. Un arc que des chasseurs ou des guerriers, dont ils moduleraient la tension de la corde en forçant le bois et en frappant avec la flèche pour servir de support à leur récit, en fait. Et les rhombes, qui sont présentes, que ce soit dans le monde gréco-romain, dans le monde celte, dans le monde nordique, ou même outre-Atlantique et outre-Pacifique, eh bien, sont simplement des adaptations, des transformations en qualité d'instruments de musique de fronde. Et que ces infrasons étaient générés autrefois avec des outils du quotidien qui ont été dévoyés en instruments de musique et en support de parole, et puis après qui sont rentrés dans quelque chose de spécialement dédié à ça. Mais en premier lieu, peut-être quelque chose comme taper dans ses mains, des cailloux, taper sur son ventre, les percussions corporelles, le chant, tout ça, je pense, fait partie des façons premières. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la grande chose à noter par rapport à ça, c'est que n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que ça pouvait considérablement varier d'un territoire à l'autre et d'une époque à l'autre. Tu parlais tout à l'heure de la fonction du barde. On sait qu'on a eu des druides vergobrés, des druides bardes, des druides chefs de guerre. Alors aujourd'hui, alors le druide, c'est celui qui s'occupe donc des cérémonies. Le Wattès, il fait ci, le barde, il fait ça, l'autre, il fait la vaisselle. C'est compliqué hein, de parler avec exactitude de ça, et ça dépend des périodes, ça dépend des endroits, et ça pouvait considérablement varier, s'entremêler. Et une fois encore, il faut être prudent, c'est pas des vérités absolues, c'est à considérer au pluriel, avec beaucoup d'humilité. C'est des choses, il nous manque des éléments hein, pour pouvoir... tu vois, souvent, nous qui travaillons sur des monnaies, tu vois, par exemple, on me dit, tiens, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi le discours symbolique de la monnaie gauloise? Bah, on peut interpréter les éléments qui y figurent, parce qu'on va les reconnaître. Là, on a un cheval androcéphale, on a une lyre, tu vois. Bon, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ça, c'est notre histoire. Parce que on a perdu le sens, l'analogie. Peut-être que, tu vois, ça nous inspire à nous des choses, parce qu'on projette, comme je le disais tout à l'heure, un regard contemporain sur une problématique ancienne. Mais on ne pourra pas forcément toujours répondre à ces problématiques-là.
Par contre, les réalités dont il témoigne et qui sont le support de ces illustrations symboliques sont toujours lisibles. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et ça fait partie de l'étude qu'on dirige sur Imago au niveau des monnaies celtiques. Et ça fait partie des rares témoignages qu'on va avoir de ces pratiques instrumentales dans le monde celte et qui nous démontrent que, certes, les échanges avec la Méditerranée, depuis toujours, et pas depuis le monde antique, bien avant, ont toujours eu lieu avec un brassage culturel, parce que sans surprise, les frontières n'arrêtent ni la spiritualité, ni les langues, ni les nuages radioactifs, ni les pandémies, ni la culture, ni les belles choses, heureusement d'ailleurs. Et de ce fait, on ne peut pas dire que ça c'est du ressort de là, et puis là tu as une frontière. Quand tu vas à la frontière suisse, il n'y a pas de ligne rouge sur le sol qui nous dit qu'ici on parle français et que là-bas on parle italien. Non. Il y a des barrières qui sont poreuses et perméables et qui laissent s'entremêler tout ça. Et tu retrouves des modes et des façons de faire parce que ça voyage, ça brasse énormément, quoi. Et à tous ceux qui nous écoutent, pour en être convaincus, je vous invite à aller voir l'épisode Nota Bene sur YouTube, sur l'Empire romain et les échanges avec la Chine à l'époque, parce que voilà, il y en avait. Alors depuis tout à l'heure, on parle de la lyre, donc tu nous as dit qu'il y avait des spécificités un petit peu partout, que c'était compliqué d'avoir un modèle finalement de lyre. C'était un instrument qui était populaire et on en trouvait partout dans toute l'Europe. Alors, qu'est-ce que tu entends par populaire ? Pardon, parce que populaire peut avoir plusieurs significations. On a bien compris que c'était utilisé par plutôt des élites, que c'était pas Jean-Michel du coin qui allait sortir sa lyre pour Jean-Michel à peu près. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue géographique, il était joué partout. Il était joué partout. Alors d'abord, je vais faire mon chiant, mais cette question-là, elle est géniale et elle est naze en même temps, vas-y, dis-moi. La réponse que je vais te donner, déjà, elle te montre... réponse de Normand ? Non, je ne vais pas répondre en normand, je vais te répondre en détail, mais d'abord, je vais te montrer le problème, un problème que beaucoup considèrent comme étant emmerdant et que moi, je trouve poétique, en vrai. C'est quoi une lyre ? Oui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est compliqué. Une lyre, déjà, il faut savoir que 90% des peuples qui ont joué de ce genre d'instrument n'appelaient pas ça comme ça. Donc il faut déjà se mettre d'accord avec ça. C'est encore une fois une convention, une lubie contemporaine, une lubie méthodologique et étymologique contemporaine qui nous vise à, par l'organologie, définir des catégories d'instruments et avec des choix des fois datant du 19e, un peu hasardeux. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'une lyre ? Aujourd'hui, il convient de dire qu'on va avoir un cordophone avec les cordes parallèles, par exemple, à la table d'harmonie, qui entre en contact par le biais d'un chevalet et est suspendu par un cordier et un joug. Et ce qui la diffère de la harpe, c'est que la harpe, les cordes vont entrer perpendiculairement dans la table d'harmonie, directement, et on va avoir des cordes asymétriques, là où la lyre, généralement, a des cordes donc, de même longueur, et va avoir donc, ce dispositif-là. Après, les formes, les tailles, le nombre de cordes peuvent varier, mais organologiquement, on se dit, tiens, il y a une famille, ça rentre là-dedans. Mais une lyre, qu'est-ce que c'est ? On pouvait appeler ça de plein de façons. D'ailleurs, à une certaine époque, on devait certainement appeler ça instrument. Harpan, qui vient de griffer en haut germain, ça, c'est des harpes, ça. Typiquement, on peut appeler ça des harpes aussi. Donc, des grattes, des roiries, des crousses. Tu vois, crota, c'est la gratte. Donc, quand je dis que je joue de la guitare, je joue de la gratte, c'est pas de l'ergot, en fait, c'est du haut Moyen-Âge, tu vois. Ça date du Moyen-Âge, cette expression, donc on va gratter quelque chose. Donc on va par illustration définir un objet par rapport à l'action qu'on va mener avec. Donc frotter, gratter, pincer, et vieler, en fait, une vielle, c'est quelque chose qui nous permet de jouer, en fait. Mais ça peut être de plein de choses. On va vieler, à certaines époques, ça peut s'associer à d'autres objets que des instruments de musique. Donc là, de la même manière, il faut bien se mettre d'accord sur déjà l'outil mot lyre, qu'est-ce qu'il définit aujourd'hui, et toutes les limites que ça représente. Donc moi, je vais sortir de ça, maintenant que j'ai illustré ça, et je vais te parler de l'instrument, quelle que soit la manière dont on l'appelle. On observe effectivement que les cultures de l'oralité ont cette tendance à développer donc, comme solution de conservation de la mémoire populaire, la mémotechnique, par le biais de la versification, de la prosodie et de la musique. Et que le cordophone vient très souvent en premier lieu, puisque j'imagine qu'il est difficile de raconter une histoire tout en jouant de la flûte. Donc, ou alors on a peut-être des performances qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais en l'occurrence, là, on va privilégier donc ce support-là. Et ce sont des instruments, des cordophones qui souvent ont comme objet d'avoir peu de cordes, d'être légers, transportables, et qui ne prennent pas l'ascendance en termes de richesse mélodique, ni en termes de puissance sur le discours, puisque l'enjeu premier est de transmettre quelque chose. Donc, d'accompagner donc. C'est ça. Donc on voit plus tard,
peut-être dans un souci de diversité, d'amélioration musicale, d'effet de mode ou de meilleure compréhension des mécaniques au niveau de la construction, un élargissement du nombre de cordes, par exemple, sur certains instruments. Peut-être dû aussi au fait que le message pour lequel ils étaient conçus à l'origine a changé, ou voire a été interdit, ou peut-être tout simplement a évolué. Voilà. Et de ce fait, on va exprimer peut-être à travers, je ne sais pas moi, la mélodie, ce que autrefois on faisait par les mots. Et de ce fait, on a développé ce pan mélodique. Mais je pense qu'à certaines époques, il devait être aussi alien d'écouter une version purement instrumentale que de recevoir une jolie enveloppe avec rien dedans. Voilà. Donc on est vraiment dans une philosophie qui est très opposée à aujourd'hui, où tant que c'est beau, tu peux déblatérer des mots qui n'ont ni sens ni queue ni tête, et tant que ça a du rythme, bah, c'est bien. Et le sens, on s'en fout. Là où à l'époque, ça pouvait peut-être même être considéré comme faux, quoi, par exemple, mais ce qui était essentiel, c'est le message qui était véhiculé avec. Donc on a comme échantillon d'exemple, je vais te prendre l'exemple de la Bretagne. En Bretagne, on a des archaïsmes antiques dans la culture traditionnelle qui sont fascinants. C'est-à-dire qu'on sait que dans la culture celtique, donc ça c'est des textes irlandais, mais certains textes continentaux en parlent aussi, que le barde, pour aspirer à son titre, devait maîtriser les 3 chants sacrés qui font rire, dormir et pleurer. Voilà. Donc les 3 chants de la déesse, donc quand elle a enfanté le monde, d'abord elle a poussé un chant de douleur, ensuite un chant de joie, et après elle s'est endormie. Donc si le barde parvenait par le simple pouvoir de sa voix, voire de sa lyre, à faire rire, dormir et pleurer, ça faisait partie donc du coup des qualités requises. Voilà. Et là, en l'occurrence, en Bretagne, on a 3 courants musicaux traditionnels qui sont dans cet esprit. On a la gwerz, donc, qui est donc la plainte, et qui est un chant qui remonte au moins du Haut-Moyen-Âge, si ce n'est avant. On va avoir donc le zoneriu, donc le chant à danser, hein, qui est donc un chant qu'on retrouve dans différents types, mais qui a toujours cette fonction-là. Et enfin, l'uskelleres, qui est donc la berceuse. Donc on a encore ce même rapport-là, tu vois. Et ça montre qu'il y a une certaine continuité dans la culture traditionnelle et qu'on retrouve là. Je te parle de ça parce que les gwerz, c'est ce qu'on appelle des chants fleuves. Et c'est là que ça illustre que la musique est secondaire, en fait. Cette musique, donc, dont les plus anciennes formes remontent, je crois, au 7e siècle, et sont des pièces communes avec le Pays de Galles, au 8e siècle. Et c'est, il me semble, que je ne dis pas de bêtises, c'est Skolvan et Gwenerlan, qui sont des pièces très très anciennes. Et elles font 90 couplets. 90 couplets, en fait. Il faut les apprendre. Il faut les apprendre. Et la ritournelle qui les accompagne est extrêmement pauvre, en fait. Et presque chamanique, en fait. Tu vois, c'est presque psalmodié, tu vois. Tout ça pour dire que la musique est vraiment un support. On sent bien que dans cette dimension-là, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen, un procédé, plutôt qu'une finalité en soi, comme on pourrait le considérer aujourd'hui. Tiens, je te joue la 9e, voilà, bon bah c'est de la musique et puis on y va, quoi. Mais là, en l'occurrence, on sent que c'est plutôt un support. Et donc, pour en revenir à ta question, on voit que les cultures de l'oralité, que ce soit du Mali au Bénin, en allant jusque dans l'Est, on a ce réflexe, et que ce soit la chorale, la ngouni, on va avoir la lyre, on va avoir la sitar, on va avoir le forminx, tout un tas d'instruments qui ont cette particularité d'accompagner l'orateur, que ce soit le scad, le laëd, le griot, le barde. On a un petit peu cette même fonction très très proche, et dont on aurait peut-être cette faiblesse très 19e de chercher une origine absolue, et il ne faut pas. Je pense que du coup, ces différents éléments se sont développés de façon originale et endémique, avec des façons de faire propres à chacun, et qu'il s'agit de considérer. Et après, il y avait des échanges qui se passaient, donc difficile de savoir qui du premier. Mais ça, c'est un délire, comme je te disais, 19e. On veut savoir qui de la fou de la poule, ça ne raconte rien. Donc il y a ça, je pense, qui joue un rôle au niveau du cordophone. Bon, je pense qu'on aurait vraiment moyen de faire 40 émissions là-dessus, et ça serait passionnant, mais j'aimerais qu'on passe à autre chose, parce que comme tu le précisais au début de cet entretien, t'as plus d'une corde à ta lyre, du coup, et donc vous avez aussi monté avec Audrey un truc qui s'appelle Atelier Scald, c'est-à-dire que en gros vous faites de la lutherie, et notamment de la lutherie historique, et tu nous disais même tout à l'heure que d'ailleurs vous avez bossé pour Astérix, quoi. Alors, dis-nous-en un petit peu plus sur cette activité de lutherie. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça fait 20 ans maintenant, et du coup on a 2 branches principales à cette activité-là. Une branche qui s'attache à la partie archéologie expérimentale, et une autre branche qui s'attache à la production d'instruments, je dirais, de façon plus contemporaine, et dont l'enjeu est de répondre à des enjeux actuels. Donc pour des concertistes, pour des musiciens, pour des gens du théâtre, voilà. Et l'autre part, c'est pour plutôt une notion de recherche pour des musées, pour des unités de recherche.
Donc, voilà. Et donc, du coup, notre particularité, c'est vraiment de se spécialiser exclusivement sur la lyre. Voilà. Donc, des lyres antiques et médiévales. Donc, ça va de la plus ancienne, ça va être, oui, on va attaquer sur certaines lyres mésopotamiennes, lyres grecques, et aller jusqu'aux plus récentes, c'est-à-dire les lyres du roi Gunnar, celle qui est représentée sur le portail de l'île Istad en Norvège, ou encore la lyre de Kravik. Ce sont des lyres qui, pour certaines, sont montées jusqu'à 7 cordes, et d'autres, certainement pour rivaliser un peu avec la harpe, sont montées jusqu'à 12 cordes, et ils ont cessé d'être joués par effet de mode, principalement. Donc voilà. Même si harpe et lyre, je dois le préciser, hein, harpe et lyre ont eu un répertoire commun, avec une histoire tumultueuse à travers les âges. Il y a toujours des petits conflits entre harpistes et lyricines. Soit c'est l'amour fou, soit c'est la querelle. Et c'est vrai de Centrafrique jusque dans le monde celte. Le plus bel exemple que je peux te donner dans la littérature de la matière de Bretagne, c'est dans Tristan et Iseut. Tu as un duel de harpe et de lyre. Tu as 2 versions. Tu as la version de Godric von Strasbourg, donc version allemande, et la version bretonne qui est conservée actuellement à Cambridge. Et du coup, dans la version bretonne, eh bien, le duel, Tristan va choisir la rota, donc la lyre, la harpe ronde, parce qu'il veut s'amoindrir dans le combat pour se montrer plus valeureux dans la victoire, donc typiquement dans les chansons de geste. Et il va exploser son adversaire. Donc la harpe va perdre. Voilà. Et dans l'autre version, la version allemande, donc là-bas, l'instrument étranger, c'est la harpe. Donc il va choisir la harpe pour s'amoindrir dans son combat et il va vaincre la lyre. Donc encore une fois, qui de l'œuf ou de la poule, qui de la lyre. Mais pour répondre aux grandes questions qu'on me pose souvent, qui est la plus ancienne, je dirais avec beaucoup de poésie que l'histoire nous a répondu à cette question. L'un des plus anciens artefacts retrouvés de harpe a été retrouvé à côté de l'une des plus anciennes lyres dans la sépulture de la prêtresse du Temple d'Ur en Mésopotamie par Léonard Roulet en 1939. Et il y a une magnifique photo d'ailleurs qui a été prise par Agatha Christie à l'époque, elle est géniale. Et on voit son étincelle quand il sort l'instrument de terre. Aujourd'hui, on sortirait 9 mètres cubes et on mettrait 5 ans avant d'y toucher. Mais voilà, voilà. Mais donc voilà, la plus ancienne, elles sont des instruments, elles sont sœurs. Voilà. Mais alors, dans votre approche de la lutherie, tout à l'heure, voilà, de façon un petit peu rigolote et pertinente, tu nous disais, c'est quoi une lyre? Ce qui prouve bien que il y a quand même multiples formes que peut adopter la lyre. Est-ce que avoir choisi la lyre, c'est aussi se permettre une plus grande liberté artistique de votre côté ou est-ce que vraiment tu approches plus ce côté technicien quand tu es dans la reconstitution de lyre comme ça? J'ai pas choisi la lyre en fait, c'est la lyre qui m'a choisi vraiment. C'est peut-être une réponse un peu con. Oh là là, alors là... Non, mais je vais te répondre à ça. Je suis pas né dedans, mais en fait c'est même l'origine du nom de mon atelier, si tu veux. Moi, ma grand-mère, quand j'étais petit, j'avais une grand-mère qui s'appelait Marguerite, une grand-mère normande, dont le nom de famille était Houlbrec, figure-toi. Tu vois, je suis normand depuis longtemps, parce que Houlbrec, ça vient de Houlbreaker, casseur de vagues en norrois, tu vois, donc c'est extrêmement ancien. Et cette grand-mère, eh bien, elle m'a légué tout un tas de livres, dont certains dans lesquels on voit des skalds, avec des lyres en train de raconter. Et je me souviens de cette image où on voit un skald avec un fond de mer derrière, avec un parterre d'enfants, et en train de jouer sur sa lyre comme ça, et en arrière-plan, on voit des dragons, une scène mythologique, tu vois, en arrière-plan, et on voyait les enfants qui étaient, tu vois, ils étaient emmenés, tu vois, et ça créait une espèce de connexion verticale entre les mondes, tu vois. Et ça, je crois que ça m'a marqué, et je sais pas si il aurait été envisageable pour moi de faire autre chose que des lyres. Le reste, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait, en termes de fabrication, j'entends. On m'a demandé des guitares, on m'a demandé des violons, on m'a demandé des viols, des mora harpa, des nickel harpa, plein de... Non, c'est vraiment cet instrument-là qui me passionne. Donc, ta question, donc en premier lieu, c'était ça la réponse. Et tu me disais aussi dans ta question, rappelle-moi. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que vu que la définition de la lyre est la liberté, floue, ouais, en termes de liberté artistique, qu'est-ce que tu peux te permettre ou pas, tu vois. Alors, on peut tout faire. On peut tout faire tant qu'on ne fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Il faut être clair dans son discours, c'est simplement ça. Après, nous on a fait des lyres bleus, on a fait des lyres roses, on a fait des lyres électriques, on fait ce qu'on veut en fait. La musique, elle sert pas qu'à un dessin qui va vers le passé. On a aussi quelque part un enjeu
modeste et humble, mais d'offrir une continuité. Chaque génération, elle doit apporter une pierre, avancer au discours. Si on faisait que de la reconstitution, on serait des conservateurs, et quand il n'y a que des conservateurs dans une boîte, ça fait des haricots pourris. Donc c'est pas bon. Nous, on est dans le bio. Donc il faut continuer. Mais il ne faut pas simplement faire prendre des vessies pour des lanternes. Et là, en l'occurrence, avoir un discours clair. Donc, il y a des objets qui sont du ressort de la reconstitution. Alors, ça, c'est notre propre définition, hein, et chaque professionnel va avoir la sienne, et aucune n'est mauvaise. Hein, chacun, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. On est dans un écosystème professionnel où chacun a sa place et une raison d'être, et on fait avancer le discours. Moi, j'aime pas la notion de concurrence, on est dans un rapport de confrères. Et pour notre vision à nous, il y a l'instrument de reconstitution. Alors, la reconstitution, qu'est-ce que c'est? On va avoir l'objet, c'est-à-dire qu'on a le grand chelem, on a sur le terrain du mobilier archéologique, on a l'objet. On va avoir des sources donc iconographiques qui nous témoignent de sa pratique et qui le remettent en contexte. Et on a des écrits. Alors là, c'est le triangle parfait. Donc, et là, on a un objet que l'on peut reconstituer, c'est-à-dire qu'on peut l'analyser dans sa matière et être dans un projet reconstitutif et au quart de millimètre. Donc, que ça soit un objet, là, par exemple, de bronze. Tiens, je l'avais là tout à l'heure. Donc ça vient de la sépulture 195 de la nécropole d'Avicenne. Donc là, on a pu le reconstituer dans sa forme grâce à une numérisation 3D, mais dans sa composition, on a pu identifier la nature exacte de l'alliage avec simplement 5% de marge d'erreur grâce à une étude pluridisciplinaire et grâce à ça, l'objet, là, il est identique. Donc ça permet après de... Pour ceux qui nous écoutent en podcast, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'objet que tu viens de nous montrer ? Alors il s'agit d'un cistre, imaginez une sorte de lance-pierre, hein, miniature, hein, qui va faire une dizaine de centimètres de haut, avec un petit trou qui permet de le suspendre. Et sur les deux bras du lance-pierre, il y avait une espèce de petite cordelette suspendue avec un anneau. Et lorsqu'on le faisait entrer en mouvement, ça faisait un petit bruit qui certainement rythmait une narration ou un rituel. Parce que c'est un personnage sacré, on pourra en parler après. Il est incroyable, ce personnage. Donc la reconstitution, à notre sens, c'est ça. C'est pas toujours possible. Et plus on avance dans le temps, plus c'est simple. Parce que au Moyen-Âge, les instruments, on les a par la suite au second Moyen-Âge. Donc c'est des procédés qui sont moins compliqués à mettre en place. Ensuite, on va avoir un travail de restitution, donc, où on va établir des hypothèses organologiques, des hypothèses instrumentales, et où on est dans ce qu'on appelle de la vraisemblance, c'est-à-dire ce qui nous semble vrai à la lueur de ce que l'on connaît, et en mettant en vis-à-vis toutes les données qu'on a pu rassembler. Exemple, la lyre gauloise. Donc la lyre gauloise, à la différence par exemple de la lyre de Trossingen, dont on a retrouvé l'objet qu'on peut faire, avec laquelle on peut faire une reconstitution fidèle, et qui est du ressort du patrimoine de l'humanité. La lyre gauloise, c'est un autre sujet, parce qu'on a le buste du barde à la lyre. Mais ce qui est figuré dessus, figurez-vous, c'est pas une photo qu'on a. L'art gaulois, il est un peu particulier, c'est une sorte d'expressionnisme qui va tendre à altérer la réalité en changeant les proportions, les codes couleurs et les perspectives pour servir un dessin symbolique qui bien souvent nous échappe. Donc aujourd'hui, pour te dire, à partir du buste du barde à la lyre, comment est-ce que je vais faire pour faire un instrument, si j'avais cette représentation-là, c'est complexe. Et c'est là que rentre une autre discipline qui s'appelle la caractéroscopie. Alors voilà, ça sonne bizarre, mais la caractéroscopie, le principe est simple, c'est de mettre en vis-à-vis différentes iconographies pour en tirer des conclusions. Concrètement, si aujourd'hui le cheval avait disparu de la surface du globe, et que je me basais, pour imaginer à quoi il pouvait ressembler à l'époque, sur les monnaies gauloises, je serais un peu embêté quand même, parce que les monnaies gauloises, on a d'un côté un cheval androcéphale avec une tête humaine, l'autre côté il a 8 pattes, l'autre côté il a des ailes. Bon, c'est un peu embêtant tout ça, voilà. Donc ça ferait une drôle de bête si je devais le reconstituer. Sauf que c'est le cas si je me base sur une monnaie. Sauf que la caractéroscopie va m'entraîner à faire l'inventaire le plus exhaustif possible de toutes ces iconographies-là. Et on va les mettre en vis-à-vis. On va exclure les différences qui sont du ressort du discours symbolique, c'est-à-dire que certains lui ont fait plein de pattes pour dire qu'il allait très vite, d'autres l'ont fait très haut pour dire qu'il était puissant, d'autres, voilà. Donc tous ces aspects-là, on va les mettre de côté, on va se concentrer sur les points communs. Parce que depuis l'aube des temps, il y a un phénomène très important dans l'art, c'est que toute symbolique repose toujours sur la réalité. Il y a une réalité dont on va altérer les proportions, les codes couleurs, les perspectives ou d'autres codes artistiques, mais ça repose toujours sur une réalité. La question ici qui nous occupe, c'est quelle est-elle, cette réalité? Moi, mon enjeu, c'est de refaire cette lyre. Si je la refais d'après telle qu'elle est figurée là, ça ressemblera à rien. Et c'est d'ailleurs, je précise, c'est pas qu'ils ne savaient pas les représenter, c'est un art. Hein. Donc, à l'heure où effectivement les Grecs et les Romains nous faisaient des corps parfaits avec le sifflet à l'air, les Gaulois étaient parfaitement capables de le faire aussi. Hein, tout comme au Moyen-Âge, si on faisait des enluminures avec des personnages gigantesques, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer les proportions et les perspectives, c'est autre chose. Donc là, en l'occurrence,
il faut essayer de l'interpréter. Donc, en mettant en vis-à-vis toutes ces représentations que l'on inventorie depuis maintenant des dizaines d'années, eh bien, on arrive à en tirer des conclusions. Prudence. Donc, ce sont des hypothèses. On a toujours une certaine distance à garder parce que ça ne sera jamais une vérité absolue. C'est avec ça qu'il faut composer. Je t'en parlais tout à l'heure. Moi, j'aime bien. Et c'est ça que j'aime bien. Et tu me parlais de liberté, de terrain pour l'art. Je le prends un peu comme ça, moi. Beaucoup de confrères me disent parfois ah, t'es courageux quand même, parce que, tu vois, nous, on travaille sur une période où c'est quand même, on a les objets. Là, quand même, des fois, c'est un peu abstrait. Oui, mais tu vois, même si ça fait avancer d'un millimètre, la science, c'est aussi des millimètres, des fois. Et c'est déjà très bien, si tu veux. Et quelque part, ce qui pourrait me frustrer d'un côté, je remets ma casquette artistique et puis c'est l'éclate. Donc on peut faire d'autres choses. Donc j'en reviens donc à ces interprétations. On peut donc du coup à partir de cette étude comparative arriver à tirer des conclusions par rapport à certaines choses. Donc par exemple, on s'aperçoit par exemple que dans une grande période de l'histoire, on a certaines typologies au niveau de la forme des instruments dans un territoire donné. Ah, tiens, c'est étonnant parce que quand je le mets en vis-à-vis avec un autre secteur du territoire, alors là par contre, on est clairement différent. Bon, d'accord. Et quand on regarde par exemple en armorique, on a beaucoup cette forme en demi-lune, en chaudron, au niveau de la caisse de résonance. Là où inversement, quand tu vas chez les Arvernes ou que tu vas ailleurs, on est sur des formes complètement différentes. Sur d'autres, on a des bras très évasés. Et c'est une récurrence qu'on observe sur plusieurs siècles. Hein. Et ailleurs, des bras très droits. Donc ça, c'est des choses qu'on peut observer. Et dans certains cas de figure, je te donne encore un exemple sympa. C'est le type de chenot, si je me souviens bien, sur les stataires. Tu vas sur les monnaies d'argent un instrument de la même période, hein, et frappé dans le même atelier, vraisemblablement. Et sur les monnaies d'or, tu en as un autre. Ce qui suggérerait peut-être qu'il y aurait deux instruments qui auraient cohabité, l'un dans un usage peut-être plus profane que l'autre, tout comme on peut le voir aujourd'hui en Afrique avec l'Nguni et la Kora, qui d'un village à l'autre est tantôt l'une sacrée, tantôt l'autre profane. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas idiot. Donc tous ces éléments-là, on les rassemble et on peut dresser des portraits robots, on va parler de ça comme ça, et reconstituer, faire des propositions de restitution de ces instruments-là dans leur forme. Donc là, on établit le plan, par exemple. Donc il y a plusieurs, par exemple pour la lyre gauloise, on en a fait 10 à l'époque, avec 10 hypothèses différentes dans la forme, mais aussi dans la matière. Alors la matière, là on a un buste en pierre, comment tu veux savoir dans quel matériau? Eh bien on va dresser des hypothèses les plus vraisemblables en se basant par exemple sur les études palynologiques qui ont été réalisées sur le territoire donné, grâce auxquelles on peut connaître par la présence des pollens dans le sol quels arbres étaient présents sur le territoire et dans lesquels possiblement ils ont pu fabriquer ces instruments. Et grâce à ça, on peut dresser toute une carte et rétablir un protocole d'archéologie expérimentale qui tient compte des matériaux, des techniques, des conditions et des formes des objets qui étaient utilisés à l'époque. Donc, voilà. Et finalement, ces instruments que vous produisez avec Atelier Scald, quelle est la destination en fait de ces instruments? C'est-à-dire que c'est purement de la recherche ou vous pouvez en faire pour autre chose? Ah oui, les profils sont vraiment différents. Je te dis, moi d'un côté, il y a ce pan lié à l'archéologie expérimentale que l'on enseigne même, et qui du coup sont plutôt à destination de projets de recherche pour le coup. Et dans d'autres cas, on produit des instruments pour des instrumentistes, des concertistes, des passionnés, des collectionneurs, des compagnies de reconstitution gauloise, et pas que, hein, parce que du coup, il y a des instruments qui vont jusqu'au Moyen-Âge. Donc ça, c'est... oui, complètement. Donc il y a vraiment, comme je te disais, ces deux directions-là et que l'on a cultivées donc, dans nos démarches. Avec, dans l'atelier, tu as deux parties, en fait. Une partie avec les instruments, les objets reconstitués, où là, par exemple, comme on l'a fait il y a quelques temps, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, là, à Saint-Guilhem, on a fait un projet avec l'Université de Montpellier, avec des étudiants de la fac, sur la fabrication d'une lyre de Trossingen, mais en contexte de reconstitution. Donc du coup, c'est-à-dire que là, on avait amené un banc qu'on appelle ça, un banc de menuiserie reconstitué d'après des bas-reliefs de cette époque. On a amené également un tour à bois romain. On a amené tout un tas d'objets qui ont été reforgés, reconstitués pour l'occasion, pour dire, eh bien écoutez, voilà, là on a les outils qui potentiellement pouvaient être en possession d'un artisan à l'époque. C'est vraisemblable. Là, on est vraiment dans ce que c'est pas anachronique. Maintenant, l'enjeu, ça va être de fabriquer, donc avec ces matériaux-là, cet instrument-là, voilà. Et on avait même fait le jeu. On s'était dit, tiens, je vais vous montrer. On va faire deux équipes. Il y a une équipe qui va regarder un instrument que je vais lui montrer pendant 5 minutes pour reproduire ceux qui l'auraient fabriqué de mémoire, et d'autres qui vont avoir un plan tracé vaguement sur un papier et essayer de donner du sens dans ce qu'on fait. Parce qu'une fois encore, si on sait par exemple que les Romains, il y avait des luthiers chez les Romains et les Grecs, il y a carrément un métier dédié à ça. Mais dans le monde celte, rien n'est moins sûr. Donc il est possible que ça fasse partie, par exemple, de la formation du barde, d'apprendre à faire son instrument.
parce que tous ceux qui étaient bardes ne jouaient pas de la lyre. On peut imaginer qu'il y avait, il y en avait certains qui ne faisaient pas ça. Mais peut-être qu'effectivement, ça faisait partie de cette formation. Peut-être qu'ils allaient voir des gens, des artisans, tout simplement, pour le faire. Peut-être que cette formation artisanale, étant considérée dans le registre sacré également dans le monde celte, faisait partie aussi de la formation qu'ils avaient. Je ne sais pas. Là-dessus, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de témoignages. Donc, il faut qu'on puisse essayer de faire des propositions de restitution au niveau de ça et de reproduire des contextes. Donc voilà. Donc là, on avait fait ça. Et du coup, c'était super intéressant. On a pu voir justement, effectivement, les problématiques de l'usage de ces outils d'autrefois et de voir ce que ça donne. Et cet instrument, maintenant, il est exposé au Centre international des musiques médiévales. Et il y a une tournée d'exposition avec tout un tas d'instruments qui ont été fabriqués par mon frère. Et celui-ci en fait partie. On a une question dans le chat. Alors, on a plus beaucoup de temps, mais on va essayer de compacter un peu les réponses. Mais on a une question qui me fait rire, donc je te la pose. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refaire, entre guillemets, à l'identique, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de sources pour un instrument et vous essayez de le reproduire, et à la fin, vous vous rendez compte qu'il est un peu pourri. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire de la musique avec. Non, en toute objectivité, parce que ça sonnait bien. Franchement, à chaque fois. Et non, en toute objectivité, parce que quand bien même ça n'aurait pas été le cas, dans la même question, qu'est-ce que c'est qu'une lyre, qu'est-ce que c'est qu'un Indien, qu'est-ce que c'est qu'un Gaulois, qu'est-ce que c'est qu'un son pourri, ou voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un son pourri, de la même manière, parce que moi, si je vous réveille le matin avec un cornu de Pompéi ou avec un Carnix, je peux vous garantir que ça va vous faire bizarre. Et pourtant, à l'époque, ça les faisait peut-être kiffer. Donc, il faut bien comprendre qu'on a une approche, une considération de ce qu'il est convenu, de ce qu'il est plaisant, qui est complètement différente. Mais je pense qu'il faut vraiment remettre ces instruments dans leur registre. On est dans des objets de sacralité, qui sont cultuels. C'est cultuel. Les Romains ont beaucoup plus d'iconographie là-dessus, mais on voit bien que la lyre, elle est là dans les temps du sacré. C'est quelque chose. Elle a 7 cordes qui renvoient aux 7 astres qui étaient visibles à l'époque. Jouer de la lyre, c'est faire chanter les dieux. C'est quelque chose de très fort. Ça se joue de façon verticale, connectant le monde humain au monde divin. C'est la lyre, tu vois, dans la lyre gauloise. Alors, Juliane, pour ceux qui nous écoutent en podcast, est en train de ramener une statue, un buste, une réplique. Donc ça, c'est barde qui joue. C'est ça, c'est la reconstitution du buste du barde à la lyre, c'est le numéro 1 qui a été fait. Et donc, comme on peut voir, on a 2 bras en position de dévotion tournés vers le ciel. On a le carré et le rond qui renvoient vers le masculin et le féminin sacré qui composent tout être et dont l'équilibre dépend de la verticalité. Et cet équilibre est symbolisé par un joug qui n'est pas asymétrique, qui est vraiment horizontal et qui symbole l'équité. On est, tu sais, le Gaulois dans les temps anciens, il avait certainement des dieux qui, pour la plupart, n'étaient pas anthropomorphes, n'avaient pas fait de forme humaine. Ça, c'est un délire un peu plus tardif. Mais ce qu'il avait surtout, et ce qu'il déifiait surtout, ce sont les marges. Les choses qui ne sont pas définies. Parce que dans les choses qui ne sont pas définies, siège l'infini. Et c'est là qu'on parle aux dieux. C'est pour ça que c'est au sommet des collines qu'on s'adresse aux dieux, quand ce n'est pas encore tout à fait le ciel, mais ce n'est plus vraiment la terre. Quand c'est dans les tourbières qu'on va sacrifier les choses, parce que ce n'est plus l'eau, mais ce n'est pas la terre non plus. C'est également dans les embouchures de fleuves, quand ce n'est pas encore la mer, mais ce n'est plus vraiment le fleuve. Dans cet entre-deux, c'est là qu'on s'adresse aux dieux, parce que c'est là où se trouvent les marges et où les choses ne sont pas définies, et où se trouve le siège de l'infini. On a le même rapport avec l'androgynie, qui était carrément vénérée. Et on a des statuaires qui présentent des attributs masculins et féminins. On a aussi ce rapport dans l'imagerie celtique avec des hommes animaux ou des animaux hommes, où justement on ne peut pas dissocier où se trouve la frontière et la marge. Et c'est là que justement que se trouve cette notion de sacralité. Et ça, la lyre, cette pierre-là qui est pleine de poésie, elle l'incarne bien en ayant ce carré et ce rond qui incarne justement ce principe masculin et féminin sur cet instrument de sacralité. Et ça se retrouve à travers la culture germanique plus tard avec la lyre de Trossingen, où on a encore cette analogie, et même dans la tombe dure, où on a justement cette lyre dédiée au culte de Nika, la déesse de la lune, et cette lyre dédiée au culte du soleil, dans la même sépulture. Donc on a toujours cette ambivalence qu'on retrouve même aussi au niveau des dieux romains et des dieux grecs, avec Apollon et Diane, l'un qui dispose de la lyre, un instrument de consonance qui porte vie, les rayons du soleil, et l'autre, l'instrument à cordes qui porte mort, c'est-à-dire l'arc. Donc avec justement cette ambivalence, nuit, jour, lune, homme, femme. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est profondément indo-européen et qui est vraiment dans le background, dans le fond de sauce, depuis très 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 longtemps, quoi. Tout à l'heure, tu nous as offert un petit moment musical très agréable, mais c'est aussi parce que tu joues, tu fais partie d'un ensemble qui s'appelle Arbard.
Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec aussi l'université? Je ne sais pas. Mais Non, non, ça aurait pu. Mais, non, mais non, il du n'y a coup, pas. qu'est-ce que vous faites avec cet ensemble-là? Alors, c'est une production en fait, c'est pas un ensemble. C'est une production qui du coup produit des concerts, des spectacles et qui réunit plusieurs ensembles. D'accord. Donc voilà, donc la production, elle fait du consulting pour le cinéma par exemple, que ce soit ou alors là pour l'occurrence pour Guillaume Canet, c'est par cet intermédiaire qu'on l'a fait. C'est aussi Donc des vous avez fait de la spectacles. musique pour le film, c'est Non, ça? pas la musique. Nous on a fait le consulting pour les instruments et pour la production des instruments. D'accord. Et on a fait également, par exemple, là, il y a eu qu'on appelle ça, le Musée Royal de Marimont qui nous a commandé une Et composition. on a fait une super vidéo sur YouTube là-dessus, donc allez voir. Voilà. Donc le Musée Royal de Marimont, pour lequel on a fait du coup une composition qui est dédiée à la période de Clovis. Donc c'était un challenge assez particulier parce que du coup, on ne sait pas grand-chose, vraiment pas grand-chose de cette période-là. On a des objets, on n'a pas la notation musicale, on n'a pas une idée de ce qui se jouait. Donc il fallait marier les temps, à la fois une période gallo-romaine qui s'effondre, hein, l'Empire romain qui s'écroule, et l'avènement de la colombe et du chant chrétien qui va arriver par la suite avec le monde mérovingien puis carolingien. Donc pour ce faire, on a réuni des concertistes de l'Académie royale de Londres, du Conservatoire national d'Écosse, des chanteurs grégoriens de l'Université de Montpellier, et on a fait un projet qui s'appelle The Dragon and the Dove, le dragon, incarné par le Carnix, qui est donc qui incarne le monde antique qui s'écroule et qui meurt et qui agonise, et qui fait la réponse à la chanteuse soliste qui incarne la colombe et l'avènement du temps chrétien. Donc ça, c'est l'un des exemples. Le dernier en date, c'est Antica Arcana, encore un défi complètement zinzin. Donc ça, c'est une commande de la Fondation Stéphane Bern pour un événement qui a eu lieu à Châteaubleau. À Châteaubleau, donc je vous invite à regarder, c'est un site génial, un sanctuaire à la divinité Lugos Mercure. Et donc du coup, là, la commande, c'était d'illustrer la musique gallo-romaine, mais dans un écrin actuel. Alors là, pour ce faire, j'ai réuni une équipe qui est constituée de concertistes de l'Académie royale de Londres, une partie de l'équipe de la chanteuse Björk, et également la chanteuse soliste Adaya Peled, qui nous vient d'Israël. Et on a fait pendant une semaine de résidence, une création autour justement de la musique gallo-romaine, et notamment l'interprétation des inscriptions des tuiles de Châteaubleau, qui sont des inscriptions gallo-romaines, qu'on a interprétées en chant. Et donc du coup, on a pu donc du coup à cette occasion jouer de ces instruments-là. Voilà, donc ça fait partie du genre de projet qu'on fait. Après, Je cite Necro The Bretz, je ne sais pas comment ça se prononce, dans le chat, qui nous dit « J'écoute leur musique, c'est une dinguerie ». Voilà, je le dis juste. Comme ça, vous pouvez vous faire votre avis chez vous après, allez googler ça, mais voilà. Eh ben, ça fait super plaisir, merci. Voilà, après, qu'est-ce que je peux te dire? Des projets pour le cinéma, parce que du coup, on est comme tout le monde, on a été frappé par le Covid, et c'était une période bien pourrie pour la culture et le patrimoine. Et du coup, on est passé en mode studio et on a découvert la composition de bande originale de film. Et ça a été génial. On a commencé avec le Pacte gaulois de la compagnie des Zambiani, réalisé par Sébastien Duhem, qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de me confier la BO. Et ça a été un terrain de jeu formidable. Vraiment, je me suis éclaté. On a utilisé 15 instruments reconstitués par l'archéologie expérimentale pour cette composition et des chants en gaulois qui ont été créés et recréés avec l'aide de Jean-Paul Savignac, qui est un ami cher. Et ça a été vraiment une expérience géniale et qui a été renouvelée dans la foulée avec la création du film Odyssea, qui est actuellement en festival et qui couvre cette fois-ci depuis l'histoire de l'humanité, depuis le Mésolithique jusqu'à la chute de Rome. Donc le terrain de jeu était encore plus grand, avec des instruments, des carnix, des cornues de Pompéi, des forminx, des crotales, des lyres, et tout un tas d'autres instruments, des idiophones, et aussi des lithophones en pierre pour la partie ancienne. C'est génial. Donc ça, le film Le Pacte gaulois, on peut le voir, il est sur YouTube. Il est également sur la chaîne Archéologie Channel. Et pour Odyssea, il est encore en festival, donc quand il aura fini sa tournée, on pourra le voir. Mais pour ceux qui veulent nous voir, on sera aussi d'ailleurs, je me rappelle, à Silly-sur-Loire pour une projection du Pacte gaulois pour les JNA cette année, et également avec mon confrère John Kenny pour les Journées du patrimoine à Orléans, du coup, au musée d'Orléans, et bien d'autres dates. Mais bon, voilà, pour la partie musicale, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de s'approprier en fait cette matière et de lui offrir
dirais, une place, pas forcément reconstitutive, bien que si on nous le demande, on essaiera, c'est pas toujours possible, tout simplement, mais en tout cas, créer des traits d'union, en fait, une connexion entre un temps ancien et un discours actuel avec des objets millénaires. Et vous créez des compos originales ou alors vous faites des best-of, la compile des meilleures chansons de... Je sais pas. On pourrait. Ça dépend. Des fois, c'est des commandes, en fait, hein, donc du coup, c'est assez spécifique. Là, en l'occurrence, on a travaillé avec mon ami John Kenny à la National Library of Scotland en janvier dernier sur l'étude des manuscrits d'Inchcolm antiphoneurs, qui sont les notations musicales les plus anciennes connues de l'Église celtique et qui ont des chansons en fait, qui ont été retrouvées dans un coffre en pierre sur l'île de l'abbaye d'Inchcolm. Et quand ils ont ouvert le coffre, il y avait ces manuscrits fantastiques et c'est passionnant. Et donc, du coup, l'idée, c'est de les interpréter dans le volet 2 de The Dragon and the Dove, qui s'appelle Tears of Columba. Et là, on est pour parler justement avec le musée d'Édimbourg et l'Institut français d'Écosse pour un concert là-bas avec nos équipes. Mais on espère pouvoir faire ça cette année si les dieux le veulent. C'est un super projet. En plus de tout cet aspect, du coup... Alors voilà, scientifique, de recherche, la lutherie avec l'artisanat, cette interprétation avec la musique et la composition, il y a aussi cette dimension de transmission qui vous anime. Tu l'as dit tout à l'heure, toi ça a été compliqué de te former et donc ça fait partie aussi de ton ADN et de celui d'Audrey qui t'accompagne de transmettre. Donc vous avez créé la Lyre Academy. En fait, en 2014, après avoir numérisé le buste du barde à la lyre et entamé donc faire finaliser le premier cycle de recherche, hein, donc avec les reconstitutions des 10 premières lyres et tout ça, la région Bretagne a organisé une cérémonie et a salué nos travaux. Donc ils ont annoncé officiellement le retour de la lyre. Un vaste mot. Hein. C'était pas le retour du roi, mais presque. Alors, on peut pas vraiment dire ça, étant donné que j'avais même des confrères qui les fabriquaient bien avant moi. Donc on pourrait parler d'un printemps de la lyre. Je trouve que c'est plus juste, voilà. Parce que moi, je pense à Tinaïque de Claude Réquissot, François Moser, Jean-Claude Condy ou même Benjamin Margoton, qui font des instruments merveilleux. Non. Je pense que là, ce qui s'est passé, c'est plutôt le printemps, en fait, ce qui s'est passé. Et du coup, la région Bretagne va, à ce moment-là, faire cette petite cérémonie, saluer ces travaux-là et annoncer l'ouverture de la première classe de lyre dans un conservatoire. En plus, j'étais pas au courant. Voilà. Donc c'était, je sais pas comment ça s'est passé exactement, c'était un genre de coup de poker poétique, je sais pas. Mais ça s'est passé comme ça. Et de ce fait, j'ai appris par la même occasion, à l'instant T, que c'était nous qui allions, donc du coup, enseigner dans cette classe. Surprise, alors, t'avais pas le temps, et tant pis, tu vas le prendre. Ah bah voilà, donc oui, bien sûr, d'accord. Et vous le savez depuis longtemps, mais évidemment, voilà. Donc voilà, ça s'est passé un peu comme ça. On était un peu, Et puis on n'a pas regretté évidemment. Donc pendant 3 ans, on a enseigné donc au conservatoire la pratique de la lyre avec d'abord 7 élèves, puis 10, puis 12, puis 20. Et petit à petit, on s'est rendu compte que les 6 instruments qu'avait commandé la région Bretagne devenaient plus tout à fait suffisants et que des gens qui venaient de territoires éloignés, de Normandie ou d'ailleurs en Bretagne, ne pouvaient pas accéder aux cours parce qu'on priorisait en premier lieu les gens du territoire. Et donc c'est là on s'est dit il faudrait que la lyre aille à eux, pas faire l'inverse. Donc du coup, on a quitté et on a créé donc la Lyre Academy. Et avec donc du coup avant le Covid, il y avait 8 antennes en Bretagne avec pas loin de 200 élèves et 2 professeurs qui enseignaient en hebdomadaire la pratique de la lyre. Donc la pratique de la lyre sur la base d'un système pédagogique qu'on a développé pendant ces 3 années-là, avec un système basé sur des tablatures et puis une pédagogie en premier lieu axée sur le récit, l'articulation d'un récit d'une histoire et tout en apprenant donc la pratique musicale. Donc avec le registre de l'interprétation, de la création et de l'improvisation. Et voilà. Et on continue, donc après le Covid est arrivé, fameux. Et donc on a digitalisé. Et du coup, ça a eu comme avantage que ça a élargi considérablement le spectre de l'audition, de nos auditoires. Donc du coup, maintenant, il y a des gens en Suisse, au Canada, ils sont pas loin de 1000 à suivre les cours de façon annuelle. Et avec ça, nous, on crée des cours, on continue à créer des tablatures, on fait des ateliers, des masterclass. Et tous les ans, il y en a au moins une dizaine. Et on essaie d'articuler ça entre les conférences, les concerts, les missions, et puis l'atelier, bien sûr, si vous continuez à produire. Donc c'est un petit peu ça l'enjeu. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, musicale. Et pour la partie artisanale,
qui est la plus complexe, parce que du coup, si on veut créer une filière diplômante, en fait, avec tout ce qui va avec, c'est un parcours du combattant extrêmement long. Donc, c'est un vaste programme. Donc, on a commencé à en parler avec les gens de l'ITEM, qui ont des cursus de formation dans le registre de la lutherie et qui sont, à mon sens, avec l'Université de Montpellier, les plus indiqués pour travailler là-dessus. Mais pour moi, le modèle ultime, pour moi, l'école Poudlard de l'archéomusicologie, elle se trouve à Buenos Aires. C'est des dingues. C'est vraiment des gens merveilleux. Franchement, ces gens-là, quand je les ai vus, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait, je suis argentin, moi, faut que j'aille là-bas, c'est ça le truc. Eux, ils l'ont le parcours. C'est-à-dire un parcours où tu es formé à la pratique instrumentale, à la facture instrumentale, à la métrologie, manipuler des scanners, à la composition, et tu sors de là en étant un professionnel complet. C'est génial, c'est super. Ça s'appelle l'UNTREF, c'est l'université de Buenos Aires. Donc c'est avec eux qu'on... Alors on vient donc, je t'en ai parlé un petit peu dans l'émission, de passer un partenariat pour nos projets. Et c'est vrai que c'est à mon sens des grandes sources d'inspiration avec de superbes valeurs. Tu peux nous dire justement un peu plus sur cette actu ou c'est encore secret pour le grand public là? Non, je vais vous l'annoncer là maintenant parce qu'on a gardé pour l'occasion. Bon, eh bien, on vient de signer un partenariat avec le musée de Mexico et avec l'université de Buenos Aires. Donc, c'est dans le cadre d'une expédition qui va être menée dans la jungle Lacandon, donc en Amérique centrale, où se trouve donc le temple de Bonampak, une pyramide maya, au sommet de laquelle se trouve une chambre et sur les parois de laquelle se trouvent des fresques millénaires avec des représentations instrumentales absolument fantastiques. Donc, nous allons nous rendre là-bas avec nos équipes et tout d'abord reconstituer une collection d'instruments qui se trouve conservée par le musée de Mexico. Et on va donc se rendre dans le temple maya, d'abord pour numériser, bien sûr, comme nous l'avons fait pour le projet Leia, la chambre en fait du temple de Bonampak. Et après, avec les instruments reconstitués maya, nous allons les jouer et enregistrer in situ, dans la jungle et dans le temple, pour pouvoir proposer une expérience immersive binaurale avec des captations de nouvelle génération. Donc c'est une binaurale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expérience auditive tridimensionnelle. Donc là, quand on écoute par exemple avec un casque, on est en stéréo gauche-droite. Là, on a une spatialisation totale qui va devant, derrière, au-dessus. Enfin, si vous voulez essayer, il n'y a pas besoin de dispositif particulier. Vous mettez simplement des écouteurs de smartphone, ça marche très bien. Et vous tapez sur YouTube, expérience binaurale. Il y en a une qui s'appelle Binaural Barber, je crois. Vous allez pouvoir avoir la joie de vous sentir, vous faire raser. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience, vous allez voir, certains trouvent ça tellement puissant comme expérience qu'ils jettent le casque. J'en ai vu, il y a des réactions très étonnantes. Donc là, l'idée, ça sera de proposer une expérience immersive dans la jungle pour montrer ce à quoi pouvait ressembler cette pratique musicale in situ. Parce qu'une fois encore, comme je te l'expliquais tout à l'heure, reconstituer ces instruments bêtement et crûment, ça ne fonctionne pas en fait, si tu veux. Et pourtant, tout le monde occidental fonctionne comme ça. C'est-à-dire comme l'a dit Christian Roux il n'y a pas longtemps, un ami archéomusicologue fantastique qui nous a beaucoup inspiré, nous inspire encore beaucoup. Il ne faut pas jeter un regard analytique dans un monde analogique. Voilà, je trouve que sa phrase, elle est absolument géniale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai mal à la main, eh ben, je vais étudier la main. Et puis, on va la couper, on va regarder de près qu'est-ce qui se passe, et puis voilà. Non, mais en fait, il y a un problème. En fait, il faut considérer l'ensemble. De la même manière, si je veux comprendre le chant grégorien en dehors de son contexte de pratique, purement le découper chirurgicalement et l'étudier en dehors d'une église, par exemple, ou du contexte dans lequel il était joué, je n'aurais pas toutes les clés pour comprendre ça. Donc, de la même manière, pour comprendre et apprécier et aller plus loin, en fait, en tout cas, dans cette compréhension de la musique pratiquée par les peuples natifs mayas, il faut jouer in situ, en fait, les instruments dans lesquels ils étaient joués à l'époque. Et c'est ce qu'on va faire là, ici. Donc, une expérience qui va être mesurée, captée, enregistrée, et qui sera bien sûr aussi à destination du grand public grâce à un environnement virtuel et grâce surtout à un système d'écoute binaural. Voilà. Et bien sûr, tu pourras me l'envoyer et on le fera tourner sur les réseaux avec grand plaisir. Pour les gens qui aimeraient se renseigner, en savoir un petit peu plus sur les nombreux sujets qu'on a abordés dans cet entretien, est-ce que tu aurais quelques références bibliographiques, du docu, des sites alors on a cité plusieurs fois le site web, priae.com. FR, ouais, voilà. Est-ce que tu as d'autres recommandations ? Alors,
Alors, pour ce qui est de nos productions, il y a le site du Priae pour la partie scientifique, le site de l'atelier Scald, donc atelier-scald.com pour la partie artisanale. La partie artistique, ça va être donc arbard.com. Tapez Arbard dans Google, vous allez trouver ça très bien. Et puis pour la partie éducative, ça va être la partie, c'est Lire Academy, lire-academy.com. Sans le tiret, c'est nos cousins grecs qui font un travail merveilleux aussi. Avec le tiret, c'est nous. Donc du coup, voilà. Et par ailleurs, je vous citerai plein de confrères, les rockstars de l'archéomusicologie. Ça manque pas. Catherine Homo-Lechner, une chercheuse qui a fait un super travail. Christian Rowe, bien évidemment. Yves Darcizas, fantastique au niveau de la harpe et bien d'autres choses. Vous avez le travail de John Wright. Qu'est-ce que je pourrais citer encore? Bien sûr, Tinaïde de Claude Auret-Tissot, bien sûr, qui a travaillé la première dans les années 90 sur le sujet de la lyre, bien évidemment, et plein d'autres, Christophe Vendry sur la musique antique, Annie Bélis, voilà, tous ces gens-là, et d'autres, j'en oublie, mais tous ces gens-là font un travail absolument génial. Après, une fois encore, je tiens à préciser, il faut vraiment, pour comprendre cette problématique, diversifier et prendre de la hauteur, en fait. Et l'ennemi, c'est la certitude et la conviction, quoi. Le faire des vérités absolues, ça n'existe, faut pas. Ça, c'est le mauvais chemin, quoi. Et prendre de la hauteur, et vraiment, quand on regarde ça, on se dit effectivement, faut s'intéresser à la spiritualité, au domaine du sacré, à la symbologie. Enfin, je veux dire, tous ces aspects-là sont à considérer. On peut pas être dans le microcosme et s'intéresser à un sujet très précis. Sinon, effectivement, c'est une notion à considérer dans son ensemble. Sinon, on en vient toujours à jeter un regard contemporain sur une problématique ancienne et être à côté de la plaque. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie pour cet entretien absolument passionnant. Plein de bons retours, en tout cas, dans le chat. Romary qui nous dit « Je rêve de lui acheter une lyre un jour. » Voilà. Écoute, voilà. Mets un peu tout de côté, puis t'appelles Julien après. Mais en tout cas, j'étais ravi de te recevoir. Merci encore pour ce temps que tu nous as accordé. J'espère qu'on aura l'occasion, peut-être, pourquoi pas un jour, de faire des trucs ensemble. Au-delà de cet entretien, je pense qu'il y aurait des belles choses à faire. Avec plaisir. Et puis Audrey n'est pas là aujourd'hui, elle est désolée, mais elle m'a dit de vous faire un coucou et de penser bien à vous, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais je pourrais rien faire sans elle. Donc j'ai insisté tout à l'heure, mais c'est un travail d'équipe avant tout, parce que je n'en ai pas parlé non plus, mais on a 2 petits équipiers, on a nos 2 enfants qui nous suivent partout, Laura et Gurune, dans toutes nos aventures, et que ça soit sur les chantiers, là on va les emmener avec nous au Mexique, et qui sont qui participent à l'aventure, et voilà, donc et Audrey qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui en fait autant, si ce n'est plus que moi. Bien, écoute, merci. On lui passe le bonjour aussi, voilà. Et on vous souhaite en tout cas une belle expédition au Mexique en famille. Ça m'a l'air d'être. Je suis un peu jaloux, mais c'est pas grave. J'ai des projets aussi où je vais emmener mes gamins aussi, moi, le bout du monde, voilà. Et on se retrouve très bientôt sur Twitch. Encore merci à toi, Julien, et salut tout le monde. Ciao.